Voilà. Recording is on. Alors, ok, doucement. Pas boucher, c'est sympa. Allez hop. Donc cette réunion sera co-animée par Rookie. Hop là, viens là, Rookie. Je sais pas si Voilà. Salut. Salut tout le monde. Bonsoir. Je tente de lancer une nouvelle mascotte pour changer du traditionnel chat de la CNTSO. Hein, Rookie? Assis? C'est bien, mon chien. Check. Ouais. En direct. Sans filet. Oh putain, trop fort. Ah oui, d'accord, je peux pas. Voilà, c'est ce genre d'ambiance. Bienvenue au nouvel nouveau. Alors, on va attendre un petit peu. De toute façon, je pense qu'on va pas attaquer tout de suite. On attend de savoir peut-être un peu qui est là. On se laisse jusqu'à 10 max pour attendre les retardataires, peut-être. Tu veux qu'on fasse un tour des jeux de table? Ouais, si ça vous va, on peut faire ça. Qui commence pas, toi? Ok, je commence. Laurent, traducteur, dans le stade depuis, je sais pas, 1 an et demi. Ouais, c'est difficile à évaluer avec le Covid. Moi, c'est pareil, je suis paumé. Moi, c'est Antoine, je suis compositeur. Je suis au stade depuis pareil que Laurent à peu près. Et avec moi, il y a Emeline qui bosse dans le. Oui, moi, je suis intermittente. Du coup, les questions de droit d'auteur, c'est des questions qui viennent régulièrement pour la réalisation de ce qu'on voit en ce moment. Mathias, moi je suis auteur de bande dessinée, donc je suis au STA depuis un peu plus d'1 an, je crois. Moi c'est Baptiste et je suis aussi auteur de bande dessinée. Et moi je suis au stade depuis quoi, septembre-octobre. Ok. Ok, des poches. Alors. Qui d'autre se présente là? Moi, je suis Margot et je suis traductrice de l'espagnol et je suis pas au STA encore. Mais voilà, c'est ouvert à tout le monde. Ouais, c'est ce que Laurent m'a dit et voilà, moi j'ai rencontré Laurent il n'y a pas longtemps et je suis très très contente que ça existe et je débarque un peu, mais voilà, j'avais envie d'être avec vous aujourd'hui. Vous avez vu, je me prépare quand même à ce soir. Grosse réunion, quoi, je tombe le pull. Alors. Oriane, c'est à toi. Il y a Oriane, que je vois aussi. Oriane, désolée, je suis en train de manger, donc j'ai coupé ma caméra pour que vous me voyiez pas. Mais bonsoir, et moi aussi je suis autrice de bande dessinée et au STA depuis un Je suis très heureuse d'être ton plateau télé, Oriane, ce soir. Yes. Ça va être excellent, le programme. Ok, il y a Antoine, oui, je vois, j'ai 2 fois, oui, voilà, Antoine en rec et Antoine, ok, super. Donc, si vous le voulez bien, je vais attaquer. Alors, je vais tenter de faire mes règles de la technologie. Je vois d'un coup tous les... Ok, super. Je vois les messages, super. Donc, dans le chat, pour vous expliquer un peu comment je comptais faire le truc, alors comme on l'a dit, c'est une réunion, formation, enfin l'idée en gros, c'est de débroussailler le plus possible ce qu'est la rémunération en droit d'auteur. Pas le droit d'auteur en soi, parce que c'est un sujet extrêmement vaste, mais vraiment la rémunération en droit d'auteur qui est ce qui nous concerne nous et ce qui nous réunit à l'intérieur du STA, du STA. Et donc, comme j'étais vraiment super motivée, j'ai fait un PowerPoint. C'est mon premier PowerPoint, j'espère que ça vous fera plaisir. J'ai forcément mis des photos de mon chien. Et donc, moi, ce que je vous propose, voilà, c'est de faire un peu plusieurs parties. Sur le PowerPoint, donc je vais arrêter de partager mon écran et de montrer ma trombine et je vais partager mon écran. Ça va reprendre, en gros, dans les grandes lignes, ce qui était dans la fiche qui est écrite. Et j'utiliserai aussi le chat à la fin pour vous mettre des liens utiles, genre certaines sources,
des outils comme l'outil pour calculer ses cotisations, qui est un outil de la MDA, donc qui est sur lequel on peut difficilement avoir des doutes. Voilà. Donc le temps que je ressorte tous mes petits. Alors déjà, je vais partager mon écran. Alors, comme vous voyez, je suis extrêmement. Hop là, sélectionne une fenêtre ou un écran. Tac. Oui. Est-ce que c'est bon? Super. Oui. Super. Voilà. Donc, alors c'est bien, ça part bien. Hop là. Voilà. Vous voyez toujours la rémunération en droit d'auteur et pas autre chose, hein? Tout à fait. Ok, super. Vous m'entendez toujours, donc c'est parfait. Donc, pour commencer, je vais vous dire peut-être avant tout ce que cette présentation ne sera pas. C'est-à-dire que, voilà, je vais vous présenter les choses suivant 4 points. On va commencer par expliquer ce que c'est que rémunérer en droit d'auteur, c'est-à-dire quel est le cadre pour payer quelqu'un en droit d'auteur. Ensuite, on va parler vite fait du régime général auquel nous sommes rattachés. Ensuite, on va aborder le gros morceau qui sont les cotisations, combien et à qui, et on va voir aussi les différents modes qui s'offrent à vous pour déclarer, puisqu'il y a une partie de ces déclarations qui peuvent être choisies. On verra dans quel cadre, comment, etc. Et enfin, un petit récap sur nos droits acquis et ceux qui nous restent à conquérir. Hop là. Donc, on commence par la rémunération en droit d'auteur. Et donc, qu'est-ce que c'est précisément? Ah oui, je n'ai pas dit, mais je ferai des petites pauses de temps en temps. Pendant que j'avance, je ne vois pas nécessairement s'il y a des mains qui se lèvent. Alors, est-ce que quelqu'un veut s'occuper d'un... Je prends, c'est bon. De prendre, merci Laurent. En fait, à chaque passage d'un sujet à un autre, on fera un petit point pour voir s'il y a des questions, des trucs pas clairs, des choses qu'il faut préciser et qui étaient pas claires dans mon explication. Je n'ai pas précisé au début, mais moi je suis principalement traductrice dans l'audiovisuel, je suis aussi un peu traductrice dans l'édition et aussi un petit peu écrivaine. Donc, comme un certain nombre d'entre nous, je navigue entre plusieurs aspects, mais tout ce que je fais relève du droit d'auteur. Donc, on va commencer par s'intéresser au statut tel qu'il existe. Donc, c'est un statut qui est imparfait mais existant, parce qu'on entend souvent qu'il n'y a pas de statut, qu'il nous faut un statut. On en a un. Il est loin d'être parfait, mais on en a un, et ça, il faut le garder à l'esprit, parce que c'est important pour pouvoir demander ensuite des choses qu'on voudrait changer. Donc, je vais commencer par vous expliquer ce qu'on entend ce soir quand on parle de droit d'auteur. Je vais dire droit d'auteur et en fait, je me référerai toujours à rémunération en droit d'auteur. Donc, on ne va pas parler du droit d'auteur en tant que droit de propriété sur une œuvre. Pourtant, on va devoir s'intéresser au code de la propriété intellectuelle parce que c'est lui qui va définir ce qui relève du droit d'auteur en tant que rémunération. On peut être rémunéré en droit d'auteur sans que la rémunération soit proportionnelle aux ventes. L'exemple type, ce sont les avances en édition. Donc, il y a plusieurs traducteurs, traductrices qui sont présentes et aussi des auteurs-autrices de BD. Et c'est quelque chose qui doit vous parler, j'imagine, les avances, puisque vous savez que lorsqu'on vous donne une avance, elle correspond à un pourcentage sur un nombre de ventes hypothétique. Mais ces ventes, en fait, même si vous ne les atteignez pas, cette avance vous est acquise. Et vous serez quand même rémunéré en droit d'auteur. Un autre exemple, ça va être les commandes. Donc, je prends l'exemple d'un domaine dans lequel j'exerce, qui est le doublage. Quand une société de post-production me commande une traduction audiovisuelle, un doublage, un texte pour un doublage, je suis payée en droit d'auteur. Ensuite, il y aura une partie qui sera reversée par des organismes de gestion collective sur l'argent généré par mon travail, mais la société qui me paye la commande me paye en droit d'auteur. C'est la même chose pour une vente d'œuvres d'art. Vous ne touchez pas une proportion, un morceau de droit sur votre œuvre, vous touchez une somme pour cette œuvre. Donc voilà, c'est pour préciser de quoi on parle aujourd'hui. Et alors, pour approfondir la question de la rémunération proportionnelle de l'auteur, par exemple, Jean-François Cornu, qui est membre du STA, qui est également membre de l'ATA, donc l'Association des traducteurs de l'audiovisuel, nous propose de faire une autre réu. On s'était dit que ça ferait trop pour une seule.
que c'était peut-être pas la peine de mettre trop d'infos en même temps, mais il propose de faire une réunion spécifiquement sur le contrat de commande. Donc, il y a un Framadate qui a été partagé sur le Discord. Je vous remettrai le lien du Framadate dans le chat. Et si vous avez envie de suivre cette réu, ce serait sympa de vous inscrire sur les dates que propose Jean-François. Et ensuite, c'est quelque chose à l'avenir qu'on aimerait bien voir se reproduire dans le syndicat, c'est-à-dire que chacune puisse apporter ses propres connaissances et compétences pour en faire profiter à tout le monde. Donc sur cette question du contrat de commande, qui là va s'intéresser plus aux questions de pourcentage, d'utilisation de l'œuvre, du statut de l'œuvre, il y a quelque chose de prévu, n'hésitez pas, donc je vous mettrai le lien du Framadate et n'hésitez pas à aller participer. Donc, ce statut qui existe définit cette rémunération, à quel moment on peut rémunérer en droit d'auteur. Aujourd'hui, c'est le rôle de l'AGESA et de la MDA, donc Maison des artistes. Jusqu'en 2019, l'AGESA et la MDA étaient nos caisses de sécurité sociale qui percevaient nos cotisations, qui nous ouvraient droit à la retraite et à la sécurité sociale. Depuis qu'on est passé à l'URSSAF Limousin, ça ne relève plus de l'AGESA ou de la MDA de percevoir nos cotisations. En revanche, il leur reste un rôle spécifique qui est de définir le cadre de ce qui peut être rémunéré ou non en droit d'auteur. Donc quand il y a un doute, c'est vers l'AGESA ou la MDA qu'il faut se tourner pour avoir des réponses, puisque au final, c'est à eux que va revenir la décision de savoir si un travail peut être ou non rémunéré en droit d'auteur. Alors, le champ de ce qu'il est possible de rémunérer en droit d'auteur est vaste. Donc, on a vu ce soir, on a plutôt des personnes qui travaillent dans l'édition, pas seulement. On a aussi un compositeur. On a aussi parmi les membres du staff qui ne sont pas là ce soir, mais on a aussi des plasticiennes et plasticiens. Ça peut concerner des sculpteurs, sculptrices. C'est quelque chose d'extrêmement large. Ensuite, excusez-moi, j'ai mon chef qui est en train de mordre mon fauteuil en même temps, donc il va falloir qu'il arrête, sinon je n'arrive pas à me concentrer. Allez hop, tranquille, à ta place. Voilà. Voilà, je reprends, excusez-moi. Donc globalement, donc le champ est vaste, mais on a un décret qui date d'août 2020 qui précise les contours de ce qui relève de la rémunération en droit d'auteur, mais on attend encore d'avoir une circulaire d'application claire. Dans ce qui a été modifié par ce décret, notamment en 2020, jusque-là, c'était le diffuseur qui faisait l'auteur. C'est-à-dire que, par exemple, un auteur qui était édité dans une maison d'édition à compte d'éditeur allait pouvoir déclarer ses revenus allaient être payés en droit d'auteur. Ce n'était pas le cas d'un auteur qui s'auto-éditait, alors qu'on pourrait considérer que dans le fond, il fait le même travail. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été modifié par le décret. On reviendra tout à l'heure en détail sur le décret, mais c'est pour vous donner cette idée donc, que c'est quelque chose d'assez vaste et de mouvant également, qui est en train de bouger. Et globalement, ce que ce décret a permis, c'est surtout d'inclure dans le droit d'auteur des choses qui jusque-là n'en relevaient pas. Des choses qui parfois relevaient du salariat, qui auraient dû relever du salariat, mais qui dans la pratique étaient payées en droit d'auteur. On viendra ensuite sur la question de pourquoi certains employeurs ou diffuseurs ou clients incitent au paiement en droit d'auteur plutôt qu'en salariat, comme ça devrait être le cas, ou en auto-entreprise. Et donc ce code de la sécurité sociale auquel vont se référer la MDA et la GESA pour définir ce qui relève ou non de la rémunération en droit d'auteur, c'est le code de la propriété intellectuelle qui a été évoqué un petit peu plus tôt. Donc attention, car parfois le client impose le droit d'auteur alors que c'est abusif et que le travail demandé relèverait plutôt du salariat. L'exemple récent, on va dire le plus marquant, c'est le paiement abusif de journalistes, disons en AGESA. C'est-à-dire qu'à l'époque, on avait début des années 2000,
la pratique se faisait avant, mais il y a eu un petit peu de remue-ménage en début des années 2000. Des auteurs qui devaient être payés en pige, donc en salaire, étaient payés en droit d'auteur par leur rédaction, et c'était une pratique illégale. Quand ça arrive, qu'on vous impose un paiement en droit d'auteur, alors que ça ne devrait pas relever du droit d'auteur, un syndicat peut vous aider à contester parce que c'est de la fraude sociale. On verra plus tard les raisons pour lesquelles les boîtes proposent ce mode de paiement, et petite mise en bouche, c'est bien sûr pour éviter les cotisations, pour payer le moins possible de cotisations ou de charges, comme disent souvent les employeurs. Alors, il y a aussi des domaines dans lesquels la rémunération en droit d'auteur, c'est un peu au petit bonheur. Par exemple, le jeu vidéo. C'est le cas notamment de la traduction de jeux vidéo. Comme le code de la propriété intellectuelle est encore un petit peu flou sur la question du jeu vidéo, ça crée une situation dans laquelle vont s'engouffrer allègrement les donneurs d'ordre, on va dire, les employeurs, les personnes en tout cas qui vont faire de l'argent avec le fruit de votre travail. Et on a en ce moment commencé un petit groupe de travail sur le sujet, notamment du paiement en droit d'auteur des traductions de jeux vidéo. Donc on est chaud. S'il y a des gens qui veulent participer à ce groupe de travail, faites-nous signe, parce qu'il y aurait des choses à faire là-dessus. Ensuite, la lecture des activités et des revenus. Alors, la lecture des activités et des revenus, c'est quelque chose qu'on va voir ensuite plus en détail avec... hop là, voilà. Ici, ce sont les activités principales. Alors, comme je vous disais, on a un décret qui date d'août 2020. Je répète bien fois la date parce qu'en fait, c'est important vu qu'il y a des choses qui ont changé récemment. Globalement, la tendance, c'est d'aller vers inclure le plus de choses possible dans la rémunération possible en droit d'auteur. On peut ensuite se poser la question de savoir si c'est souhaitable ou non, mais en tout cas, l'état actuel des choses, c'est celui-là. Donc, ce que vous voyez s'afficher là tout de suite sur votre écran, c'est quelque chose qui provient du site de la Maison des artistes, donc c'est une info fiable. Et on ne va peut-être pas le passer en détail, mais c'est pour vous donner une idée du côté vaste du champ de ce qui entre là-dedans. Donc, on a la vente ou la location d'œuvres originales, même les recettes issues de la recherche de financement participatif, la vente d'exemplaires, ça semble assez logique, l'exercice ou la cession de droits d'auteur, ça aussi, ça semble logique. Exercice ou cession de droits d'auteur, par exemple, l'exercice de droits d'auteur, une de vos chansons est diffusée, ça génère des droits d'auteur et donc on vous paye en droits d'auteur. L'attribution de bourses de recherche, alors ça, c'est un peu... c'est potentiellement un peu problématique, mais en tout cas, en l'état actuel des choses, c'est comme ça. Donc, bourse de recherche, de création, de production, avec pour objet unique la conception, réalisation d'une œuvre. Donc, tout ça, ce sont aussi des choses un petit peu floues qui permettent parfois de glisser un peu de tout et n'importe quoi, et notamment de permettre, par exemple, à des universités de choisir, ou à des écoles, de choisir une rémunération en droit d'auteur plutôt qu'un salariat. Alors que ce n'est pas toujours et absolument justifié. Mais voilà, c'est quelque chose qui est permis. Résidence de conception ou de production d'œuvres. Donc aujourd'hui, Laurent a eu ce cas avec une résidence, c'est bien ça, de traduction. Oui, c'est ça. Auprès d'une université, où effectivement, il est précisé d'entrée de jeu que ce sera fait en droit d'auteur, ce sera payé en droit d'auteur. Et quand on va arriver à la question des cotisations, on va comprendre pourquoi il y a un intérêt pour les donneurs d'ordre à privilégier le droit d'auteur. Remise d'un prix ou d'une récompense, travail de sélection. Donc pareil, remise d'un prix ou d'une récompense pour son œuvre. Si vous touchez un prix de 1 000 €, sur ces 1 000 €, vous aurez une partie de cotisation, ce qui est plutôt une bonne chose. Ça vous permet aussi de cotiser, de vous maintenir dans le système. Et vous aurez... Putain, c'est con, mais je ne crois pas si le prix est vieux de plus de 10 ans, tu cotises pas, je crois. Alors ça, c'est pour les impôts, il me semble. Ah, c'est que pour les impôts, d'accord. Je crois. J'ai un doute sur la question contribution. Ça, il faudrait que je le vérifie. Je le note. Mais je sais que pour les impôts, il faut que le prix ait un certain âge pour ne pas devoir le déclarer, etc. Ah ouais. Mais après,
Mais c'est possible, hein, je vérifie. Parce Ouais, je confirme que c'est ça. Il en avait été question lors d'une des interminables réunions du ministère. C'est juste pour l'aspect fiscal que l'âge du prix est important. C'est ça. C'est ce qui me semblait parce qu'il y a longtemps, j'avais eu un prix qui était effectivement par une très vieille maison poussiéreuse. Et il y en a qui. Et pour le coup, dans mon souvenir, je l'avais déclaré à la GSA et pas aux impôts, puisque c'était comme ça que ça marchait. Ok. Mais effectivement, à vérifier. Alors, la lecture publique de son œuvre, ça c'est intéressant, ça va intéresser, je pense, notamment les personnes qui travaillent ici dans la BD. Lecture publique de son œuvre, présentation d'une ou plusieurs des œuvres, présentation de son processus de création, etc. Donc ça, en fait, c'est relativement récent et ça va être tous les ateliers qui peuvent être, ou toutes les présentations. Vous êtes invité à un festival à présenter votre œuvre, à parler de votre œuvre, à faire une lecture de votre œuvre. Normalement, maintenant, ça devrait être rémunéré. En tout cas, si le festival reçoit des subsides publics. Et ça entre dans le champ de la rémunération en droit d'auteur. Alors, un peu plus étonnant, un travail de sélection ou de présélection en vue de l'attribution d'un prix ou d'une récompense à un artiste-auteur pour une ou plusieurs œuvres. Ça veut dire que si vous faites partie d'un jury. Alors, on est en droit de se demander quel est le lien avec le code de la propriété intellectuelle et s'il s'agit vraiment d'une production intellectuelle. Mais en tout cas, ce travail de sélection et de présélection peut être, donc ce travail de jury peut être également rémunéré en droit d'auteur. Et conception et animation d'une collection éditoriale originale, ça c'est une des grandes nouveautés du décret, puisque jusqu'à présent, en fait, les directeurs de collection dans les maisons d'édition, théoriquement, ne relevaient pas du champ d'application de la rémunération en droit d'auteur. Mais la pratique était que de toute façon, souvent, ces directeurs de collection étaient par ailleurs auteurs dans la même maison, etc. Et donc, on les payait en droit d'auteur alors que c'était absolument pas légal. Le gros des orgas a milité pour que ça puisse être déclaré également en droit d'auteur avec un souci de simplification. Là encore, on peut être de cet avis ou non, mais en tout cas, voilà, c'est ce qui avait été demandé et c'est ce qui a été obtenu. C'est un cas dans lequel les orgas d'auteurs et d'autrices ont parlé d'une même voix avec le SNE, qui est donc notre MEDEF, le syndicat national de l'édition. Donc, on a le droit de se demander si nos intérêts sont toujours placés au même endroit, mais en tout cas, ça a été permis. Donc maintenant, si vous êtes directeur ou directrice de collection, non seulement vous êtes toujours payé en droit d'auteur comme avant, mais en plus maintenant, c'est légal. Donc, ces activités, comme on a dit, donc, principales, elles sont en train d'évoluer. Il y a des travaux en ce moment sur cette mise en application, etc. Mais globalement, c'est ça. Et ensuite, on a les revenus qui sont dits accessoires. Et ces revenus, ils sont dits accessoires parce que c'est pas exactement du droit d'auteur, mais quand même, ça s'en rapproche. Et en gros, on considère qu'un revenu accessoire, c'est un revenu qui va être tiré d'une activité que pratique l'artiste auteur-autrice, mais qui est en lien avec son activité de création. Donc, c'est une sorte d'aménagement à l'intérieur du droit d'auteur. Il est entendu que l'activité principale doit être autre et que les revenus dits accessoires doivent être accessoires, c'est-à-dire ne doivent pas représenter la majeure partie. C'est quelque chose qui est également en train de changer, donc une chose sur laquelle pour l'instant je ne veux pas dire trop de choses puisque c'est encore mouvant. Alors, à une période, pour qu'un revenu soit accessoire, il devait représenter moins de 50% des revenus. Donc, par exemple, un artiste-auteur, mettons écrivain, qui aurait eu une partie de ses revenus tirés de la vente de ses ouvrages qui représentaient 3 000 € sur l'année et par ailleurs des ateliers qui représentaient 10 000 € sur l'année, c'était pas possible puisqu'on considérait que l'activité principale de revenus de vente de livres, de droits d'auteur liés à la vente de livres, était beaucoup trop en dessous de l'activité d'enseignement finalement, ou en tout cas d'animation d'atelier. Et c'est quelque chose qui est en train de changer maintenant. La limite qui est donnée, c'est une limite de 1200 SMIC horaires, donc à peu près 12 000 balles brutes. Pour, on va dire, éviter notamment les situations, encore une fois, de salariat déguisé. C'est-à-dire pour éviter qu'un prof,
qu'une histoire, qu'une école d'art décide de rémunérer forcément en droit d'auteur, même si on sait que ça se fait. Et pour pousser un peu plus au salariat. Donc, ça c'est, voilà, pour faire rapidement les champs d'application et de quoi on va parler aujourd'hui en parlant de droit d'auteur. Donc, pour faire oui, j'entends. Marie, il y a Baptiste qui voudrait te poser une question. Ouais, vas-y. Oui, en fait, c'était juste parce que du coup, les ateliers, dans ma mémoire, c'était donc accessoires. Mais là, je ne comprends pas la différence entre ceux qui sont accessoires et ceux qui ne le sont pas, justement, et ceux qui sont dans l'activité principale. Alors, si j'ai bien compris, je vais revenir au truc du activité principale. Ça va dépendre, si j'ai bien compris, de qui commande l'atelier en question. Tu vois, là, on a l'attribution de bourses de recherche, création et de production, blablabla. Là, on va considérer que c'est de l'activité principale parce que ce sera une commande, plus ou moins. Parce qu'il y aura une bourse associée, parce qu'il y aura une résidence associée, ou même chose pour la lecture publique de son œuvre, présentation d'une ou plusieurs de ses œuvres. Là, on a plus ou moins un commanditaire, on a un diffuseur, en gros. D'accord. Donc, c'est de l'activité principale. Et en revanche, si c'est toi-même qui anime des ateliers et qui, de ton propre chef, va animer des ateliers dans des lieux qui te le permettent, là, c'est de l'activité accessoire. Donc, ils ont mis à l'URSSAF, mais on peut quand même pas être nous-mêmes nos propres auto-entrepreneurs de nos vies, quoi. Ok. Donc, Vas-y, Oriane. Ouais, merci. Moi, j'ai l'impression, et c'est ce que on m'a appris au début quand j'ai commencé, qu'il y a une distinction qui est faite entre lecture et atelier. Oui. Et qu'une lecture publique ou une rencontre où tu présentes ton travail, où tu dis, bah voilà, moi je fais ça, voilà ma manière de procéder, etc. Tu montes des images. Ça, c'est une lecture, c'est une activité principale. Un atelier où tu fais faire de la création à des enfants, par exemple, ce genre de choses, ça, c'est de l'activité accessoire. Alors, merci Oriane, parce qu'effectivement, c'est plus clair. Sachant que depuis le nouveau décret et cette entrée notamment des résidences de conception de production, alors normalement, c'est censé être des résidences uniquement de conception de production et pas des résidences d'écriture, mais également avec l'attribution de bourses de recherche, création de production, etc. Et c'est la question qui se pose notamment à Laurent sur finalement quelque chose qui va être une intervention avec des élèves et avec un travail d'atelier. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les deux peuvent être déclarés en activité en droit d'auteur. Ça, c'est une certitude. Mais effectivement, ce qui relève de l'atelier pur et simple est censé, donc avec, comme dit Oriane, t'es avec des enfants, tu dessines, tu leur montres des techniques, ou voilà. Ça c'est de l'atelier, c'est de l'activité accessoire. Et en plus, est-ce que la lecture, ça se complique pas du fait que dans certains contrats, selon le type de lecture que tu fais, tu dois, ton éditeur peut percevoir une partie des revenus ou un truc comme ça. Je dis peut-être des conneries, mais il me semble qu'il y a un petit distinguo aussi. Ouais. Alors ça, je pense qu'il faut le voir aussi avec peut-être sur la question du contrat de commande. Dans mon expérience, ça va dépendre notamment si c'est toi ou pas qui fais la lecture, par exemple. Moi, j'ai eu des textes qui étaient publiés. Oui, effectivement, ouais. Voilà, j'ai eu des textes qui étaient publiés et qui ont été lus à la radio par d'autres personnes, demandés par une émission de radio qui demande les droits à la maison d'édition. Et là, effectivement, c'est de l'activité principale et c'est du droit d'auteur qu'on va te reverser ensuite. Et là, c'est ton éditeur qui gère, en fait. Mais lorsque c'est toi-même qui fais une lecture de ton œuvre invité par un festival ou par un lycée ou par n'importe quelle structure qui va t'inviter, là, tu as, il me semble, sur la lecture publique, d'autant que c'est pas soumis à... Il n'y a pas de billet d'entrée. C'est pas un théâtre dans lequel tu vas venir lire ta propre production. Où là, à ce moment-là, effectivement, c'est sans doute à voir avec ton éditeur, mais on parle de lecture où, voilà, je pense qu'ici, on pense plutôt au truc typique d'un festival, quoi. Ouais. Ok. Je poursuis sur le petit résumé de cette partie-là, si vous voulez, ou s'il y a d'autres questions. Je ne vous vois pas, hein, donc dites-moi oui ou non. Mais... Oui. Question pour l'instant, Marie, tout va bien, continue. Donc, en résumé, sur cette
Première introduction. Ce n'est pas l'artiste-auteur, autrice qui décide si un travail doit être rémunéré en droit d'auteur ou non. Il y a des textes qui définissent un cadre précis. En cas de doute, c'est la GSA ou la MDA qui vont définir suivant le domaine d'activité dans lequel vous êtes. MDA, c'est les arts visuels, en gros, les arts plastiques principalement. Et la GSA, ça va être tout le reste. Donc l'édition, mais également les photographes, les chorégraphes, si je ne dis pas de bêtises. Et sur le site de la Sécurité sociale des artistes, vous avez le détail pour savoir de quoi va relever votre travail. Un exemple type, par exemple, de quelque chose qui n'est pas accepté dans le droit d'auteur. Je prends un exemple, donc, encore une fois, d'un domaine que je connais, qui est la traduction. En traduction audiovisuelle, le sous-titrage ou le doublage ou la voice-over, donc c'est la voix par-dessus en surimpression dans les documentaires, relève bien du droit d'auteur puisqu'il va y avoir une diffusion. La traduction de scénario doit être facturée en auto-entreprise. Parce que la traduction de scénario, le scénario n'a pas vocation à être diffusé. Donc même si en soi c'est le même travail, finalement, comme il n'y a pas de diffuseur, ça n'entre pas dans le cadre du droit d'auteur. Et la GSA, généralement, retoque lors des déclarations à GSA. La GSA va retoquer ce qui est de la traduction de scénario. Alors après, souvent, les gens s'arrangent parce qu'ils n'ont pas envie d'ouvrir exprès un truc en auto-entreprise s'ils font un scénario tous les 3 ans. Mais dans les faits, on peut vous le refuser. Et ça, c'est lorsqu'on fait la déclaration qu'ensuite la GSA, la MDA peuvent statuer en disant oui ou non. Ensuite, vous êtes en droit de refuser le paiement abusif en droit d'auteur. Donc, par exemple, le cas des pigistes qui devraient être salariés. Vous êtes en droit de le refuser, mais après, on a aussi conscience de ce que sont des rapports de force et on sait très bien que c'est pas toujours évident et que lorsque le client dit non, mais en fait, je te le paye en droit d'auteur, on n'a pas toujours la marge pour négocier. Mais c'est typiquement un cas dans lequel il ne faut pas hésiter à faire appel à un syndicat parce que là-dessus, on peut vous aider, vous soutenir et éventuellement monter un petit peu au créneau pour voir comment on peut vous défendre concrètement. Alors ensuite, dernier point, donc il y a 2 types de revenus, activité principale ou accessoire, avec des champs définis, là encore, et un plafond à 1200 SMIC horaires pour les activités accessoires. Hop, des questions? Voilà, ça c'était une photo de mon chien, c'est cadeau, c'est pour avoir survécu jusque-là. Donc, j'ai une question, pardon. Ouais. En fait, tu parlais de la distinction, parce que je sais que la MDA et la GSA faisaient la distinction entre art graphique et édition, etc. pendant longtemps. Donc, ils continuent à faire cette distinction. En fait, pour les gens qui font de la bande dessinée, c'est une question qui se pose souvent, parce que tu peux basculer dans une catégorie ou l'autre assez facilement. Et moi, il me semblait qu'en fait, en passant à l'URSSAF du Limousin, cette question n'était plus d'actualité, mais si j'ai bien compris, c'est toujours le cas. Alors, disons que sur la question, oui, effectivement, qui décide, théoriquement, la MDA et la GSA ont dû maintenir ce truc-là. Théoriquement. Mais parce que, en fait, avant, tu sais, ils faisaient le distinguo et tu pouvais basculer de l'un à l'autre. Oui. Et maintenant, à quoi après, ça ne sert plus à grand-chose. En vrai, il n'y aura plus de bascule de l'un à l'autre, puisqu'effectivement, il y a eu la volonté de tout rassembler à l'URSSAF Limousin. Donc, je pense qu'ils ont conservé les 2 distincts plus par habitude et parce qu'il y avait déjà... Et quand on regarde sur le site de la Sécu des artistes-auteurs, c'est marqué que la GSA et la MDA sont réunies sous la marque Sécurité sociale des auteurs. On pense ce qu'on veut de cette fédération. Mais non, effectivement, c'est des questions, en tout cas, qui devraient plus se poser, normalement, avec leur groupement. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce truc-là avant qu'on passe à la partie que... Ah non, c'est pas encore les cotisations. Bientôt. Non, pas d'autres questions? Alors, hop, je rebascule sur mon écran. Tac, tac. Professionnel, on dirait que j'ai fait ça toute ma vie. Alors, pas de questions. Donc, on va vite fait parler du fait que le régime des artistes, auteurs et autrices, c'est une branche du régime général. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie très souvent. Moi-même, j'en ai eu conscience relativement tard.
J'ai l'impression que on est nombreux et nombreuses à pas garder ça en tête. Et en fait, ça a son importance. Donc, pour ces 3 points, donc d'abord, nous sommes concernés par ce qui concerne les travailleurs et travailleuses qui relèvent du régime général. Par exemple, les retraites. Sur les mobilisations d'auteurs et d'autrices récentes sur les retraites se sont concentrées sur le moment où l'IRSEC, donc la retraite complémentaire des artistes-auteurs, a été modifiée. Et on a eu assez peu de mobilisation, par exemple, quand il y a eu la réforme des retraites récemment. En réalité, on devrait, tout autant que tous les autres travailleurs et travailleuses qui sont concernés, qui sont au régime général, se poser la question, puisque on cotise au même endroit pour la retraite de base. Donc ça, c'est important de garder ça en tête. Et on est sur les mêmes types de cotisation, en tout cas pour la part salariale, pour la part qui nous revient à nous. Nos interlocuteurs, pour toutes et pour tous, c'est l'URSSAF Limousin. Donc, comme on disait, il y a la MDA, GESA, quand il y a des questions un peu tendancieuses, si on ne sait pas si quelque chose entre dans le cadre, etc. Mais maintenant, c'est l'URSSAF Limousin, avec le bonheur que l'on sait. Également la CPM, donc la Caisse primaire d'assurance maladie, puisque là, c'est elle qui va nous verser nos droits. Donc là encore, on fait partie du régime général. L'assurance retraite, même chose. On est au régime général pour la retraite de base. On viendra un petit peu plus tard sur la différence entre retraite de base et retraite complémentaire. Et la CAF également, qui n'est pas très, très au courant et très au fait de notre situation et de nos statuts, mais en théorie, c'est la même chose. On relève du régime général et donc on devrait avoir le même accès à ces choses-là. Et il y avait autrefois le seuil d'affiliation. Alors peut-être que certains ici sont dans le métier depuis assez longtemps pour avoir connu le seuil d'affiliation. C'est quelque chose qui n'existe pas, mais qui existe toujours. C'est-à-dire que jusque donc début 2019, quand on était artiste-auteur, et imaginons le cas d'une écrivaine. Une écrivaine allait avoir 1 000 € d'avance sur son livre, et sur ces 1 000 €, elle allait recevoir non pas 1 000 € bruts, mais une partie seulement. Une partie qui correspondait aux contributions. On reviendra plus tard, on fera un petit lexique, contribution, cotisation. Et en fait, en dessous de 9 000 €, donc de 900 SMIC, ce qui fait environ 9 000 € par an brut, il n'y avait pas de démarche supplémentaire à faire. Mais ce qui veut dire aussi qu'on ne versait pas les cotisations en question. Quand on dépassait ce seuil d'affiliation, donc qui n'est plus un seuil d'affiliation puisque maintenant on est tous affiliés au premier euro, quand on dépasse donc ce seuil d'affiliation, on a une nouvelle cotisation qui est appelée, et c'est donc l'IRSEC, la retraite complémentaire. Donc moi j'ai appelé ça le seuil de professionnalité, puisque de toute façon maintenant on est tous affiliés de fait dès le premier euro cotisé, mais ce seuil il existe toujours puisqu'il va avoir 2 conséquences, principalement le maintien dans le régime des artistes-auteurs, qui va permettre d'avoir l'accès aux droits notamment, l'accès aux soins, maintenir une couverture sécu de base et ne pas basculer en CMU parce qu'on sait que la CMU, autant c'est en soi une très bonne chose, autant on sait que dans les faits, c'est aussi un frein malheureusement aux soins, puisqu'il y a un certain nombre de structures qui vont refuser les CMU, même si c'est pas légal, etc. Et également, ça permet d'avoir droit aux arrêts maladie. Alors, s'il y en a que ça intéresse, on pourra faire quelque chose de particulier sur les arrêts maladie, sachant que le montant des arrêts maladie est extrêmement bas, hein, pour l'instant, puisqu'on n'a pas de part patronale, part diffuseur, c'est une part diffuseur pour nous, sur la maladie. Donc, c'est uniquement nos cotisations à nous, et donc ça nous ouvre des droits qui sont quand même assez ridicules, mais qui ont le mérite d'exister. Et ça ouvre également droit au congé parentalité, donc congé maternité, congé paternité, pour celles et ceux qui le souhaitent, qui en ont besoin. Donc ça, c'est ce à quoi nous donne droit le fait de dépasser ce seuil, et le devoir qui va avec, c'est le fait de cotiser pour sa retraite complémentaire, donc chez nous l'IRSEC, et on reviendra dessus en détail un peu plus tard. Donc encore une fois, je suis allée piller le site de
l'Institut des artistes-auteurs, qui a fait ce petit tableau bien mignon pour nous expliquer voilà, nos différents interlocuteurs, interlocutrices, et qui redit en gros ce que je vous ai expliqué plus tôt. Donc, si vous relevez du régime social des artistes-auteurs, c'est l'URSSAF Limousin qui va faire le recouvrement de vos cotisations. On verra tout à l'heure si c'est vous qui les payez ou si c'est le diffuseur qui les paye pour vous. On verra dans quel cas c'est l'un ou l'autre. Et ça peut être l'un et l'autre. Et qui s'occupe également des déclarations. Donc, une fois par an, vous devez déclarer à l'URSSAF ce que vous avez touché, donc à l'URSSAF Limousin. Assurance maladie, protection maladie, soins, indemnités, ce qu'on disait tout à l'heure. C'est l'assurance maladie qui va vous verser vos indemnités journalières en cas d'arrêt maladie, par exemple. Mais également l'assurance maladie qui va vous verser vos remboursements quand vous allez chez le médecin, etc. L'assurance retraite, préparation et paiement de votre future retraite, aide et conseils pour bien vieillir. Bon, je ne sais pas ce que j'en pense. Écoutez, je n'ai pas d'avis sur la question. Mais l'assurance retraite, on verra tout à l'heure, de base, et on s'arrêtera un moment sur la distinction entre les deux. Et enfin, quelle obligation familiale pour les prestations familiales, l'aide au logement, etc. Bon, je m'interroge un peu sur pourquoi la Sécu des auteurs met ça en avant, sachant qu'en fait, même si vous ne relevez d'aucun régime, vous avez quand même droit à un certain nombre de choses qui sont versées par la CAF, notamment le RSA. Mais en tout cas, bon, c'est quand même voilà, un des... Bravo, je lis d'un œil distrait en même temps vos commentaires. Voilà, donc ensuite, après les interlocuteurs, cette partie que vous attendiez tous, les cotisations. Donc ici, on va parler des cotisations qui vont donc avec cette rémunération en droit d'auteur, combien, à qui, etc. Alors, pour les grandes lignes, on va d'abord expliquer en quoi c'est un statut avantageux, avec de jolis guillemets. Avantageux, c'est-à-dire pas cher. La situation sociale et fiscale sont très imbriquées pour nous, donc ça, on y reviendra, on a déjà évoqué ça tout à l'heure, quand on parlait des prix qui devaient être déclarés à l'AGSA, ou bien déclarés aux impôts, ou bien aux deux. On va voir que c'est un peu une spécificité de notre statut, d'avoir des situations sociales et fiscales qui sont imbriquées et qui vont avoir des conséquences l'une sur l'autre. C'est-à-dire que votre mode de déclaration fiscale, donc aux impôts, va avoir une incidence sur les cotisations que vous allez payer. Ce qui aura également une incidence sur les droits que vous allez ouvrir avec ces cotisations. Pour partie, vous allez pouvoir le choisir. Pour partie, vous ne pourrez pas le choisir. Donc, on reviendra là-dessus un peu plus en détail tout à l'heure. On va du coup, quand on va parler de ces choses-là, faire un petit peu de lexique. Donc, on va parler TES, donc traitement et salaire, BNC, bénéfice non commercial, précompte, dispense de précompte, assiette sociale, etc., etc. Donc, tout un tas de réjouissances. On reviendra peut-être un peu sur la question du seuil d'affiliation ou du seuil de professionnalité, comme je vous le disais tout à l'heure, puisque nous avons donc, et ça aussi c'est une spécificité de notre statut, une cotisation en 2 temps. Et ça c'est important de l'avoir en tête, surtout, j'ai envie de dire, quand on est en début d'activité, mais il faut le garder en tête aussi par la suite, et c'est une chose sur laquelle on se fait malheureusement beaucoup avoir, principalement quand on débute. Mais donc ces cotisations vont être en 2 temps. C'est ce qui a donné aussi ce qu'on a appelé le scandale AGSA, donc avec des cotisations qui n'ont pas été appelées et qui du coup n'ont pas été versées, et donc des personnes qui se retrouvent sans droit ouvert pour leur retraite et qui ont pensé de bonne foi qu'elles allaient cotiser sans se rendre compte qu'elles avaient quand même cotisé sur des taux extrêmement bas. Mais à la base, c'est une défaillance de l'AGSA, hein. C'est pas autre chose. Et enfin, on va voir le montant des cotisations suivant les différentes options. Donc j'ai mis choix, mais tout n'est pas toujours un choix dans ces cas-là. Et donc littéralement, pour faire le plus clair possible, combien vous allez garder sur un montant brut. Et là-dessus, il y a des différences entre traitement et salaire et micro-BNC. Alors, petit disclaimer, il y a trois modes de déclaration fiscale. Le traitement et salaire, le BNC, le micro-BNC. Moi, j'ai décidé de me concentrer uniquement sur traitement et salaire et micro-BNC.
pour une raison toute simple, c'est que le BNC, c'est un peu plus complexe et que le micro-BNC s'adresse aux auteurs et autrices qui gagnent moins de 70 000 € par an. J'avais pas l'impression que notre public était parmi les gens qui gagnaient plus de 70 000 € de droits d'auteur par an. Et je me suis un peu dit que finalement, quand on gagnait un peu plus de 70 000 € par an, bien sûr, on pouvait se syndiquer et payer sa cotise, mais on pouvait également prendre un comptable pour voir toutes les nuances du BNC, etc. Parce que le BNC va impliquer la gestion des recettes. Donc, il faut compter son bénéfice sur recettes, etc. C'est quelque chose que moi, je ne connais pas, je connais mal. S'il y a des gens ici qui s'y connaissent plus, c'est tout à fait bienvenu s'il y a des personnes qui veulent nous aider pour développer un petit peu la formation sur ce point-là. Le BNC peut être intéressant notamment pour les personnes, il me semble, qui ont des frais importants, notamment des frais de location d'un atelier ou des choses comme ça, parce que là, ça va entrer dans la question des dépenses, des recettes. Et donc, ça peut être intéressant, suivant le type de revenu qu'on a, de choisir le BNC. Mais j'avoue que je me suis concentrée vraiment sur ces deux choses-là, traitement et salaire, qui est un petit peu le mode par défaut, et micro-BNC, qui est un tout petit peu plus compliqué, qui demande de suivre un peu plus ce qu'on fait, d'être plus attentif à sa trésorerie surtout, mais qui n'est pas plus compliqué, en fin de compte. Mais qui est là aussi un peu, enfin, il y a des cases dans lesquelles il faut rentrer. Alors, qu'est-ce que j'ai dit ensuite je vais peut-être commencer par vous parler donc de ce statut tellement avantageux. Alors, je reprends ma petite fiche sur laquelle j'ai pris des notes. Donc, on dit que le statut des auteurs et des autrices, souvent on l'entend dire notamment dans des graphistes, moi je l'ai beaucoup entendu dire par des graphistes, que c'est un statut qui était avantageux, et c'est vrai qu'il est avantageux par rapport à l'auto-entreprise. Mais en réalité, il est surtout avantageux pour les diffuseurs par rapport à des employeurs. C'est-à-dire que dans le régime du salariat, comme il existe en France, on a des cotisations employeurs qui sont relativement importantes et qui font que le coût du travail est relativement important, puisque le salaire socialisé, si on veut, va être assez important et va ouvrir des droits. Notamment, il y a l'assurance chômage. On ne va peut-être pas revenir sur la réforme récente, mais jusque récemment, l'assurance chômage sur un emploi il y avait une contribution de l'employeur et de l'employé, du salarié et de l'employeur, qui allait faire une sorte de cagnotte, si on veut, qui allait ouvrir des droits qui permettaient ensuite de toucher des droits lorsqu'on ne travaillait plus. La conséquence en fait de tout ça, c'est que la contribution diffuseur, donc ce que va payer le diffuseur sur 100 € brut, c'est 1%, donc 101 €. La seule contribution du diffuseur, le montant de la contribution diffuseur, c'est 1%. Elle n'a jamais été augmentée. Elle devait l'être au début quand le statut a été créé, et puis finalement, c'est resté comme ça. Donc, lorsque une structure va vous imposer, vous proposer de vous payer en droit d'auteur plutôt qu'en salaire, bien souvent, c'est parce qu'en réalité, ça va lui permettre de débourser moins en cotisation. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de fraude, c'est de la fraude. Parce que ça ne relève pas du droit d'auteur. Si le droit d'auteur est utilisé pour éviter le salariat, le fond de la question, c'est qu'on veut éviter de payer des cotisations sociales, en gros. Donc voilà, le statut, il est avantageux si l'on veut par rapport à l'auto-entreprise, c'est vrai. Par rapport au salariat, c'est un peu moins sûr. Il est surtout pas cher. Il est surtout pas cher pour l'employeur. Puis quand un employeur vous annonce qu'il vous file, comme j'ai dit tout à l'heure, 100 €, en réalité, lui, ça lui coûte 101 €. S'il vous annonçait 100 € brut en salarié, ça lui coûterait 170, 180, si je ne dis pas de bêtises. Si quelqu'un est plus au fait, reprenez-moi. Mais 100 € brut coûte plus cher à l'employeur si c'est en salaire plutôt qu'en droit d'auteur. Sur les situations, la situation sociale et fiscale qui sont très imbriquées, comme je disais tout à l'heure. Alors, ce qui est assez spécifique à notre statut, donc, c'est que le type de déclaration fiscale que vous allez choisir aura des conséquences sur le montant des cotisations ainsi que sur leur mode de règlement, et donc sur les droits qui vont être ouverts pour la retraite en particulier.
Et c'est votre choix de régime fiscal pour votre déclaration d'impôt qui va déterminer votre assiette sociale. L'assiette sociale, donc on va faire un petit peu de... Peut-être maintenant que je peux passer à la suite pour faire un peu de lexique. Alors, cotisation, j'avais noté des petites choses. Alors, attendez, hop. Hop. Pour faire simple, une cotisation, c'est de l'argent qu'on verse sur un revenu du travail et qui va ouvrir des droits. Une contribution, c'est de l'argent qu'on verse sur des revenus du travail et qui ne va pas ouvrir de droits, mais qui va au pot commun, à la solidarité, etc. Et c'est important de bien faire la distinction entre les deux, parce que il y a une tendance générale ces derniers temps avec une politique de plus en plus libérale à augmenter les contributions et à baisser les cotisations. La contribution, c'est la CSG par exemple, une contribution, je ne dis pas de bêtises. La retraite, en revanche, c'est une cotisation. Plus vous cotisez, plus vous ouvrez de droits pour votre retraite plus tard. Le chômage, l'assurance chômage pour celles et ceux qui cotisent à l'assurance chômage, c'est une cotisation et non pas une contribution. Alors, de moins en moins malheureusement, mais et attendez, il faut que je sorte parce que je n'avais pas ouvert encore tous mes petits documents. Alors, On voit tout. Vous voyez tout? Ah, je rouvre là. Tac, tac. Alors, donc sur une fiche, par exemple, voilà, bah ça je vais vous le remettre en grand écran. C'était quelque chose que j'avais rédigé au tout début. Tac, tac, tac. La contribution à la formation professionnelle, voilà, CSG et CRDS sont des contributions plus que des cotisations, car elles n'ouvrent aucun droit. Tous les salariés y sont soumis. Ensemble, ces deux contributions représentent environ 10% des prélèvements. Elles constituaient presque l'intégralité des prélèvements en précompte avant 2019. Donc, quand je vous disais tout à l'heure qu'avant 2019, il y avait des parties précomptées et le reste non, c'était uniquement la partie contribution et non pas cotisation qui était précomptée. Et c'est ce qui a créé l'énorme micmac ensuite, puisque les personnes ont payé des contributions, donc elles ont participé à la solidarité nationale, si on veut, mais elles ne se sont pas ouvertes de droits puisqu'elles n'ont pas payé de cotisation. Alors, le traitement et salaire. Le traitement et salaire. Alors, le paiement en traitement et salaire est le mode de déclaration par défaut. Il correspond au paiement par un tiers, généralement des éditeurs, producteurs ou organismes de gestion collectif. Et là, vous avez tout à fait en bas du lexique les OGC. Les OGC, ce sont les organismes de gestion collective et ce sont des organismes de droit privé, généralement, qui vont reverser les droits d'auteur dans des cadres particuliers. Exemple, la SACEM s'occupe de la musique à la radio, pas que à la radio, mais si vous êtes compositrice et qu'une de vos musiques est diffusée à la radio, c'est généralement la SACEM qui va prélever une somme à cette radio et vous reverser ce montant. On a toute une myriade d'OGC, toutes plus opaques les unes que les autres, avec la SOFIA qui tire un peu son épingle du jeu, la SOFIA étant la Société française des auteurs de l'écrit. Cette SOFIA, elle est constituée, c'est une des rares aussi à part égale d'éditeurs et d'auteurs dans son collège. Et la SOFIA, elle s'occupe du droit de prêt en bibliothèque. Et elle fait une chose que les autres ne font pas, on y reviendra tout à l'heure, c'est qu'elle prend en charge une partie de nos cotisations pour celles et ceux qui relèvent de son répertoire, donc qui relèvent de l'écrit et du livre. Ce qui inclut les écrivains-écrivaines, mais aussi les illustrateurs et illustratrices, et également les traducteurs et traductrices. Puisque si vous êtes traducteur ou traductrice et que vous avez traduit un livre, vous êtes considéré d'après le droit français comme l'auteur de cette version française. Et ce livre, lorsqu'il va être acheté par une bibliothèque, va générer un droit spécifique qui sera payé par la bibliothèque. Et ce droit vous sera reversé. Théoriquement, il est reversé par l'éditeur,
si vous n'êtes pas inscrit à la SOFIA. Si vous êtes inscrit à la SOFIA, la SOFIA vous le reverse directement. Donc, par défaut, ces EGC, donc SACEM, SCAM, SACD, ADACT, je crois, pour AGACT, je ne sais plus, j'oublie toujours le sigle pour les œuvres visuelles. Tous ces organismes, généralement, vont vous verser, vont considérer que c'est du traitement et salaire et vont faire un précompte. C'est eux qui vont verser pour vous vos cotisations de base, de retraite et d'assurance maladie. C'est le mode par défaut, mais ce n'est pas le seul. Vous pouvez aussi faire un autre choix. Mais c'est le mode par défaut dans lequel vous serez, sauf si vous êtes artiste plasticien, par exemple, puisque là, c'est vous qui vendez vos œuvres, donc vous n'avez pas de tiers pour vous payer, et à ce moment-là, ce sera du bénéfice non commercial. On y reviendra plus tard. Donc, ce paiement en traitement et salaire, qui est le mode de déclaration par défaut, nous rapproche encore une fois du régime des salariés, le traitement et salaire. Et c'est ce que la plupart, il me semble, des auteurs et autrices, principalement de l'écrit, vont choisir lorsqu'ils font leur déclaration. L'avantage, c'est que c'est effectivement relativement simple. L'autre avantage, c'est que ça vous évite pas mal de gérer la trésorerie, surtout depuis qu'on est passé au prélèvement dès le premier euro, puisque la seule cotisation dont vous devrez vous acquitter vous-même, ce sera la retraite complémentaire, donc l'IRSEC, qui peut aller de 2 à 8%, et on verra à quel moment c'est 2, 4 ou 8%. On verra les différents cadres. Ensuite, pour faire simple, quand vous êtes payé en traitement et salaire, vous êtes généralement précompté de vos cotisations de sécurité sociale et de retraite de base. Alors le précompte, c'est ce que je vous disais, quand vous touchez non pas le brut, mais le net, c'est que la partie, cette différence entre le brut et le net, ces cotisations, elles ont été reversées pour vous par le diffuseur, par la personne qui vous a payé. Normalement, chaque diffuseur est censé vous fournir une fois par an une attestation de versement. Parce qu'il y a eu des cas, et il y en a encore, et ça aussi, Laurent, qui est décidément verni en ce moment, a également affaire à ça. Il peut arriver que des diffuseurs margoulins disent vous payer disent avoir versé pour vous les cotisations, puis en fait, ils l'ont pas fait. Donc c'est rigolo parce que vous, ils vous ont payé tant, ils vous ont payé donc les 75 € à peu près qu'ils devaient vous verser sur les 100 €. On va toujours prendre 100 €, c'est plus simple. Et ils étaient censés reverser le reste, complété, à l'URSSAF, en votre nom. Sauf que des fois, ils ne le font pas. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir des attestations diffuseurs qui attestent qu'ils ont bien versé pour vous, en votre nom, auprès donc maintenant de l'URSSAF Limousin, les cotisations qui sont dues. Donc, quand vous êtes précompté, il y a une différence d'environ 16% entre le brut et le net que vous touchez. Le diffuseur doit verser les cotisations correspondantes à vos revenus directement à l'URSSAF Limousin. Attention, ces cotisations couvrent l'assurance maladie et la retraite de base. Vous devrez encore vous acquitter vous-même de votre cotisation retraite complémentaire obligatoire. J'ai dit 15 fois, mais comme moi je me suis laissé surprendre au début, j'en remets une couche. Vous devez alors provisionner, comme je vous le disais, 2 à 8% de vos revenus afin de vous acquitter de votre retraite complémentaire auprès de l'IRSEC. Et donc, nous y reviendrons. Quand vous déclarez vos revenus en traitement et salaire, pour faire court, vos cotisations vont être comprises entre 18 et 24% du montant brut de vos revenus. Pourquoi je vous dis entre 18 et 24% ? Parce qu'il y a une part fixe, 16% en gros, qui sont les cotisations de base. Et puis, il y a la part de retraite complémentaire qui est variable, puisqu'il y a tout un tas d'aménagements, et je vous expliquerai tout à l'heure ce qui va faire que vous allez payer entre 18 et 24%. Mais globalement, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit lorsque vous définissez vos tarifs avec un client, avec un diffuseur. Parce que on définit ces tarifs différemment une fois qu'on sait combien on va réellement garder d'argent disponible. Mais gardez à l'esprit que ce sera en traitement et salaire entre 18 et 24% de ce montant. L'autre option, donc comme je vous disais, c'est le micro-BNC. Alors, vous pouvez également déclarer vos revenus en BNC ou micro-BNC. Le micro-BNC est une version simplifiée du BNC. C'est à ce mode de déclaration que nous nous intéresserons.
Il s'adresse aux artistes-auteurs dont les revenus annuels sont inférieurs à 70 000 euros. Donc, j'en remets une couche, mais encore une fois, c'est le cadre dans lequel on parle aujourd'hui, c'est celui-là. Les revenus qui ne vous sont pas versés par des tiers, mais que vous facturez directement, doivent être déclarés en micro-BNC ou en BNC. Il y a une tolérance, on le sait, il y a les notes de droit d'auteur qui existent, etc. Mais en théorie, si c'est vous qui facturez directement, ça doit être BNC ou micro-BNC et ça implique de demander un SIRET. Donc, pour faire simple, quand vous émettez des factures, vous n'êtes pas précompté. C'est-à-dire quand vous faites une facture, vous touchez le brut et vous reversez vous-même toutes vos cotisations. Sécurité sociale, retraite de base et retraite complémentaire, ainsi que vos contributions. Mais attention, il y a un piège ou non d'ailleurs, mais la grosse particularité, et c'est là que statut fiscal et statut social sont imbriqués, c'est qu'on ne cotise que sur 75% de ses revenus. Pourquoi? Parce qu'en dessous, donc, vous avez assiette sociale. L'assiette sociale, c'est les revenus sur lesquels on va se baser pour calculer vos contributions et cotisations. L'assiette sociale, c'est ce que vous avez gagné. Mais suivant que vous déclariez en traitement... Interlude musical, on n'a pas prévu. Ah, c'est reparti. Ah, c'est reparti. Bon, je vais dire, sinon je peux emmener mon chien, mais vous savez que c'est la solution à tout ici. Hop. Putain, ça veut dire qu'il va falloir faire du montage. Hop là, j'arrive. Moi, je suis partie chercher de l'eau, donc hop là. Hop. Et voilà, je suis revenue. Donc, nous en étions à parler de l'assiette sociale. Donc, l'assiette sociale, c'est ça, c'est les revenus qui vont être pris en compte pour calculer vos contributions et cotisations. Et la petite astuce entre traitement et salaire et micro-BNC, eh bien, c'est que en micro-BNC, l'assiette sociale, est calculée sur 75% de vos revenus, pas sur tous vos revenus. Alors, l'avantage à court terme pour l'artiste auteur ou autrice, c'est effectivement des cotisations plus faibles. Et loin de moi l'idée de dire que la cotisation c'est le mal, mais on sait également que les revenus des artistes sont relativement faibles et donc on comprend très bien que lorsque on a des revenus faibles, pouvoir avoir moins de dépenses, notamment moins de cotisations, ça puisse être quelque chose d'intéressant. Donc encore une fois, ce sont des choix qui vont être personnels parce que autant on ne peut pas déclarer en traitement et salaire ce qui n'est pas versé par un tiers, autant on peut déclarer en micro-BNC, on peut faire le choix de sortir du traitement et salaire, vous voyez, pour aller vers le BNC. Vous avez également le choix de panacher les deux et de dire j'ai une partie de mes revenus en traitement et salaire, une partie de mes revenus en micro-BNC. Vous avez le droit de le faire. Personnellement, je ne m'y amuse pas parce que je trouve que ça fait quand même beaucoup de compta. Mais en attendant, c'est une possibilité également. La seule limitation, c'est qu'on ne peut pas déclarer en traitement et salaire ce qui n'est pas versé par un tiers. C'est la seule limitation, elle est là. Et ensuite, il va y avoir bien sûr des obligations spécifiques suivant ce que l'on va choisir. Donc, je reprends sur cette question d'assiette sociale. Donc, pour faire simple, quand vous émettez des factures, vous n'êtes pas précompté. Vous touchez le brut et vous devrez verser vous-même toutes vos cotisations, donc sécu, retraite de base, retraite complémentaire et les contributions. Attention, le mode de calcul est différent en BNC, donc vous ne cotisez que sur 75% de vos revenus. Le montant des cotisations sera donc plus bas, mais attention, vos droits aussi. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête quand on fait son choix de déclaration. Par exemple, si vous êtes en traitement et salaire et que vous vous dites « Ah bah oui, mais du coup, je vais payer moins de cotisation si je passe en BNC, vous avez le droit, c'est légitime, mais si vous le faites, il faut le faire en connaissance de cause et sachant que derrière, vous allez moins cotiser. Donc, ouvrir moins de droits, notamment pour la retraite. Donc ça, encore une fois, c'est un choix personnel, c'est pas moi ni le syndicat, à mon avis, qui va vous dire quel choix vous devez faire, mais en tout cas, sachez que c'est comme ça. Et cette différence d'assiette sociale, c'est ce qui va faire que les montants ne vont pas être les mêmes, puisque lorsque vous touchez 100 €, on considère que vous en avez touché 75, et on va calculer sur ces 75. Est-ce que c'est clair ou est-ce que ça l'est pas?
Pour moi, c'est clair. Ouais, Vous, pour moi, c'est clair? Ok. Parce que je sais que c'est souvent un gros nœud du truc. Mais en fait, c'est ça. Cette question, c'est qu'on ne considérera plus l'assiette sociale de la même façon. Et ça, c'est vraiment une bizarrerie de notre statut parce que je ne crois pas que ça existe ailleurs, que votre mode de déclaration fiscale ait une incidence sur ce qu'on va considérer comme vos revenus d'un point de vue social. Et c'est ce qui crée souvent aussi des confusions. Donc, c'est normal au début d'être un peu perdu entre les deux. Et donc, partant de ce principe-là, sachant qu'on cotise que sur 75% de ses revenus, et ben en fait, en micro-BNC, quand je vous disais tout à l'heure, en traitement et salaire, vous aurez 16% de précompté. Si vous êtes en micro-BNC, vous aurez 16% de 75%. Donc, vous aurez 12% en fait. Est-ce que le passage de l'un à l'autre vous semble évident? oui. Oui, c'est bon? Ok, super. Oui. Parce que moi, je sais que ça fait partie des trucs que j'avais pas compris du premier coup. Donc, je pars du principe que les autres aussi peuvent ne pas le comprendre du premier coup. Le passage et voilà. du traitement et salaire à la micro-BNC, au micro-BNC, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Le fait que ce soit pas que du coup, on cotise moins, puisqu'en fait, on ne prend pas les mêmes revenus en compte. Et c'est pas que, en fait, le pourcentage en soi ne change pas. Officiellement, c'est le même pourcentage, sauf que c'est le même pourcentage sur 75% et non pas sur 100%. Oui. Donc, sur le papier, en fait, on a toujours les mêmes cotisations. On a toujours, là par exemple, je vais vous mettre ici, hop, voilà. Vous devriez voir apparaître un magnifique tableau Excel avec, vous le voyez, avec les différents pourcentages. Donc, l'assurance vieillesse plafonnée, 6,15, CFP 0,35, CSG machin. Ces pourcentages sont les mêmes pour les BNC. Mais ce qui change, c'est que là, lorsque j'ai 100 euros, que vous devez voir là ici, montant total TTC 100 euros, bah oui, mais en fait, si vous calculez en BNC, vous changez ce 100 par 75. Et c'est ce qui fait que le montant ne sera pas le même. Et qu'au lieu d'arriver à 16 euros de cotisation, pour toujours 100 euros de brut, mais compté en BNC, vous arriverez à environ 12 euros. Est-ce que ça... J'avais pas conscience de cette différence. Moi, sur l'assiette sociale, je savais que ça changeait quelque chose pour les impôts, mais je me rendais pas compte que ça changeait quelque chose sur les cotisations même. Ben voilà, et ça, en fait, c'est important de le savoir et de le comprendre, et ensuite de faire ses choix. C'est-à-dire qu'encore une fois, moi, je suis pas là pour dire il faut faire comme ci ou il faut faire comme ça. Je sais qu'il y a des syndicats qui le font, je pense que c'est pas nécessairement le rôle d'un syndicat, mais en tout cas, c'est important pour vous de savoir comment ça fonctionne. Et potentiellement, vous pouvez vous dire, bah oui, à ce moment-là, je fais le choix du BNC ou du micro-BNC puisqu'il est moins complexe. Oui, parce qu'une chose spécifique, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, excusez-moi, le BNC, donc le micro-BNC, il est simplifié. Je vais revenir dessus tout à l'heure. Et comme il est simplifié, vous n'êtes pas obligé d'avoir un comptable. Chose qui est obligatoire si vous êtes en BNC tout court. Mais encore une fois, si vous décidez de passer en BNC tout court parce que vous atteignez le plafond, on sera hyper content pour vous et vous pourrez également payer un comptable. Donc, tout se passera bien. Voilà. On sera surtout content parce que vous payerez 1% de vos revenus au stade. Exactement, la cotisation. C'est pas mal. Donc, tac, tac, je reviens sur mon petit document. Autre point important, donc là, on a parlé pour l'instant des cotisations de base, et je le répète pour la 100e fois, mais j'aime me répéter. Donc, ce fameux 12%, ce sera contribution, cotisation assurance maladie, cotisation retraite de base. Mais il restera, comme précédemment pour le traitement et salaire, la cotisation IRSEC, qui est la retraite complémentaire, obligatoire complémentaire. Et ben elle aussi, elle va être calculée sur une assiette sociale différente. Si vous déclarez en BNC, ce n'est plus 8% de 100%, en fait, mais 8% de 75%, donc 6%. Est-ce que c'est...
Je vais essayer de lire ce que j'avais écrit, ce qui sera peut-être plus clair que ce que je sors de mon chapeau. C'est clair. C'est absurde que ce soit aussi compliqué, mais c'est clair. Ok, cool. Ça me fait plaisir. Donc voilà, en micro-BNC, vos cotisations de sécurité sociale et de retraite de base sont de 12%. Enfin, encore une fois, quand je parle de %, c'est par rapport à votre brut. Auxquelles s'ajoutent les cotisations IRSEC, elles aussi plus faibles, puisque calculées sur 75% de vos revenus et non sur 100%. Vos cotisations IRSEC seront donc comprises entre 1,5 et 6% de vos revenus bruts. Et là encore, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi 1,5 à 6%. Quand vous déclarez vos revenus en bénéfices non commerciaux, vos cotisations seront donc comprises entre 13,5 et 18% du montant brut de vos revenus. Je reviendrai aussi dessus tout à l'heure. Hop, alors ensuite, qu'est-ce que j'avais comme... Je pense que c'est le moment de vous parler de la complémentaire, de la retraite complémentaire et obligatoire. Oui, c'est possible et non, ce n'est pas antinomique. Alors, lorsqu'on entend parler pour la première fois, et je l'ai fait aussi, de l'IRSEC, on se dit « Ah oui, mais si elle est complémentaire, pourquoi elle est obligatoire ?» C'est une excellente question et je vous remercie de ne pas me l'avoir posée. Eh bien, tout simplement, Ah merde, j'ai encore un truc à dire sur le BNC. Je fais un rapide retour sur le BNC avant d'enchaîner sur l'IRSEC. Donc, je reviens là aussi. Excusez-moi, j'avais sauté un passage dans mon texte. Donc, dernier point sur le BNC, j'étais passé trop vite à la question IRSEC. Dernier point sur BNC, différence micro-BNC, traitement et salaire. Si vous décidez de déclarer vos revenus en bénéfices non commerciaux, vous devez impérativement demander un SIRET afin de pouvoir établir des factures. Ce SIRET vous servira également de dispense de précompte. Puisque, assez logiquement, lorsque vous travaillez avec un éditeur, vous avez décidé de passer en BNC parce que vous dites « oui, ça me fait moins de cotises, je préfère faire comme ça ». Voilà. Vous faites votre choix, vous passez en BNC. Votre éditeur, très logiquement, il est plus censé payer les cotisations à votre place. Puisque c'est vous il va vous verser le brut et vous allez payer vos cotisations. Et donc, quand vous passez en BNC, vous allez demander un numéro de SIRET au centre de formation des entreprises, des entreprises, et ce SIRET vaudra dans un premier temps dispense de précompte et ensuite vous obtiendrez votre dispense de précompte directement sur le site de l'URSSAF. La dispense de précompte, c'est ce qui va servir à dire à votre diffuseur, donc on va prendre l'exemple d'un éditeur, c'est ce qui permet de dire à l'éditeur « Non, c'est bon, tu peux vraiment me filer 2000 balles brutes, je me démerde avec mes cotises ». Et c'est à votre client, c'est à la personne à qui vous faites la facture que vous devrez donner cette dispense de précompte. Et elle sert à ça en fait, elle sert à ce que la personne qui commande votre travail soit propre de son côté pour dire « Ah mais moi il m'a dit qu'il se débrouillait donc j'ai pas versé pour lui ou pour elle ». Est-ce que c'est clair pour vous cette question de dispense de précompte? Oui. Ok, cool. Du coup, je passe à parce que c'est un nom un peu barbare, je trouve. Et enfin, sur le BNC toujours, il est également fortement recommandé d'ouvrir un compte dédié lorsque l'on est en BNC ou micro-BNC. Attention, un compte dédié ne signifie pas un compte professionnel. De nombreuses banques tenteront de vous obliger à souscrire un compte professionnel. Or, la loi ne vous y oblige pas. Les comptes professionnels sont généralement plus chers, avec tout un tas de services dont vous n'avez pas besoin pour toucher des droits d'auteur. N'hésitez pas à rappeler à la banque qu'un compte personnel dédié est largement suffisant et si elle ne veut pas entendre, n'hésitez pas à aller vous tourner vers la concurrence. À titre personnel, je suis passée en BNC, notamment parce que j'avais du mal à recevoir mes attestations de précompte de mes diffuseurs et que j'en ai eu marre. Et du coup, j'ai ouvert un deuxième compte dans une autre banque puisque ma banque poussait au cul pour que je prenne un compte professionnel qui du coup était cher. Et que je ne voyais pas trop l'intérêt de payer un compte cher alors que la seule chose que je voulais, c'était un compte avec lequel je pouvais ensuite faire des virements vers mon compte personnel. L'avantage de ce compte dédié, c'est qu'effectivement, quand vous faites pour votre trésorerie, c'est beaucoup plus simple. C'est également beaucoup plus simple en cas de contrôle. Parce que on peut tout à fait avoir un contrôle fiscal et c'est beaucoup plus facile si vous avez un compte dédié qui sert uniquement à percevoir vos droits d'auteur et à payer votre URSSAF et votre IRSEC. Du coup, bien sûr, c'est pas un compte que vous allez utiliser pour payer un resto parce que vous invitez un auteur ou machin. Enfin, c'est vraiment le compte dédié à vos entrées et vos sorties limitées
à votre travail, à votre activité d'auteur. Alors, pour résumer, selon que vous déclarez vos revenus en traitement et salaire ou en bénéfices non commerciaux, vous ne cotiserez pas sur la même assiette sociale. Je l'ai dit 20 fois, je pense qu'on est bon. Vous cotisez moins en micro-BNC. Toute cotisation confondue, si vous déclarez en traitement et salaire, vous versez entre 18 et 24% du montant brut des cotisations. Si vous déclarez en micro-BNC, vous verserez entre 13,5 et 18% du montant brut de vos revenus en cotisation. Cependant, si vous cotisez moins, vous ouvrez également moins de droits, ce qu'il faut garder à l'esprit afin de verser choix en connaissance de cause. Et comme je vous le disais, la limite sur le choix que l'on peut faire, c'est qu'il y a des revenus qui ne peuvent pas être déclarés en traitement et salaire, comme les ventes aux particuliers. Et en théorie, les ateliers, quand ce sont des ateliers que vous proposez vous-même. Hein. On revient à cette histoire de activité principale, etc. Bon, en gros, ce qui se facture ne peut pas être déclaré en traitement et salaire. Et attention, vous pouvez très bien panacher les déclarations traitement et salaire et bénéfices non commerciaux. Et là encore, c'est un choix individuel. La déclaration donc en micro-BNC vous permet de payer moins de cotisations, mais attention, vous devez être extrêmement vigilant sur votre trésorerie, car ce sera à vous de payer vos cotisations. Elles n'auront pas été versées par le diffuseur. Donc si vous choisissez ce mode de déclaration, veillez à provisionner entre 13 et 18% de vos revenus afin de faire face aux appels de cotisation de l'URSSAF et de l'URSSEC. Alors, les cotisations de base de l'URSSAF Limousin, le précompte, on a déjà vu, ou vous voulez qu'on revienne sur le précompte? Non, moi ça va. C'est bon? C'est bon. Juste Marie, une chose sur mettre de côté de l'argent justement pour pouvoir payer ses cotisations. Je trouve qu'aujourd'hui, en fait, pour pas mal de primo-entrants, enfin, même pour nous, c'est-à-dire que le paiement des cotisations va se faire en anticipé. Oui. Sur une prévision de bénéfice, de chiffre d'affaires, et non pas sur une réalisation de chiffre d'affaires. Ce qui fait que la complexité, c'est même plus provisionné, c'est je sais pas comment, parce qu'en fait, ça change un peu la donne quand même. Alors, oui, ça c'est effectivement depuis qu'on est passé à l'URSSAF Limousin et que du coup il y a ces déclarations. Alors là-dessus, il faudrait presque faire un atelier à part, mais en gros, c'est une question. Alors, est-ce qu'il y a des nouvelles entrantes présents ce soir? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'un peu particulier. Et en gros, ce qu'on conseille, c'est pour les nouveaux entrants, c'est de faire une déclaration à zéro, une déclaration prévisionnelle à l'URSSAF à zéro, tout en provisionnant. C'est-à-dire quelqu'un qui, exemple type, un artiste qui sort de son école d'art et donc qui bientôt va vendre ses productions. Il s'inscrit, pensant bien faire, il va s'inscrire à l'URSSAF Limousin, il est content, et l'URSSAF Limousin lui demande, je ne sais plus c'est combien, 600, 700 balles, enfin bon, lui demande, alors qu'il n'a encore rien touché du tout. En fait, ce qu'il faut faire, c'est, dès son inscription, faire une déclaration à 0 €, et ensuite la moduler. On peut la moduler autant de fois qu'on veut. Et, voilà, on a Antoine qui dit qu'il est nouveau entrant à l'URSSAF. En fait, quand les nouveaux entrants, on conseille vraiment de faire une modulation à zéro. Et en vrai, pour nos métiers qui, généralement, sont précaires et donc on ne sait pas toujours d'une année sur l'autre combien on va toucher, il peut être effectivement judicieux de commencer en faisant des déclarations, en faisant une modulation à 0 ou à 100 ou 1000 €, enfin vraiment quelque chose d'extrêmement bas, et ensuite de provisionner au fur et à mesure, de mettre de côté au fur et à mesure, et de toujours garder en fait pour soi. Il y a beaucoup trop d'Antoine maintenant. On va limiter les. Donc Antoine, le nouvel entrant à l'URSSAF, n'hésite pas si c'est pas clair hein, dans ce que j'explique. Mais en tout cas, voilà ce qu'on conseille, puisqu'avant effectivement on faisait la déclaration ensuite à la MDA ou à la GESA, et là on allait verser ce qui était appelé. Et maintenant, l'URSSAF nous a fait la même chose que pour les auto-entrepreneurs, et donc il y a une prévision, il faut prévoir combien on va gagner, ce qu'effectivement tout le monde peut faire dès le 2 janvier, ça semble assez normal. On a déjà une idée de combien on aura touché au 31 décembre. Donc, ce qu'on conseille, c'est vraiment de moduler au plus bas, sauf si vous savez que vos revenus sont stables et que voilà, mais moduler au plus bas, mettez les sous de côté,
Et une fois que vous arrivez en fin d'année et que vous avez une idée de ce que vous avez touché sur l'année, là, vous modifiez et vous modulez à nouveau à hauteur de ce que vous avez réellement touché. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Laurent. Oui, pardon. Ok, cool. Du coup, est-ce que je repars sur comprendre ces cotisations V2 non. Alors. On va peut-être pas se lancer sur les trimestres validés, les machins, etc. On se garde ça sous le coude pour une autre fois. Il y a le détail dans le document qui est en ligne sur le site, si vous voulez. Yes, je vais donner le lien vers le site. Voilà, parce qu'après, là, il y a pas mal de détails, notamment pour les gens qui ont la chance de péter le plafond et donc qui vont avoir des remboursements de l'URSSAF, etc. Bon, c'est pas... Sachant que on parlait de faire des déclarations à l'URSSAF, les déclarations, les modulations, etc., c'est si vous êtes en dispense de précompte. Hein. Quand vous êtes précompté, vous n'avez pas à faire ces modulations, à faire ces choses-là. Si vous êtes à l'URSSAF Limousin parce que vous êtes écrivain et que donc vos revenus vont être versés par un éditeur et que le précompte, ça vous convient tout à fait, vous restez au précompte, vous ne vous posez pas de questions, vous n'avez pas de choses à moduler, à déclarer, etc. C'est pour celles et ceux qui sont en BNC dès le début et ça va être le cas pour les personnes qui sortent des écoles d'art généralement. Puisque la vente d'œuvres, ce sera quelque chose qui n'aura pas où il y aura une facture. Donc ça relèvera forcément du BNC. Ensuite, je ne sais plus si c'est là que je voulais parler du seuil de professionnalité. Non, alors on va revenir. Tac. Si ça vous va, on peut parler donc de l'IRSEC. Donc dispense de précompte. Marie, juste une chose. En fait, pareil, le fait est qu'à l'URSSAF, tu peux à la fois déclarer des revenus, les deux. Oui. Quoi. C'est juste pour pouvoir préciser que moi, par exemple, j'ai des revenus précomptés, j'ai aussi des revenus de BNC, donc les revenus précomptés, je les donne à entendre, mais il n'y a pas il y a rien qui est calculé dessus. Et par contre, sur les revenus, sur les prévisions de revenus, provisions de revenus en BNC, je les donne à. Voilà, il y a les deux. Voilà, c'est juste. Il y a les deux, oui. Ah ouais. Et en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on peut panacher. Et on peut tout à fait, et c'est pas toujours un choix de panacher, parce qu'on peut se dire, bah non, moi je suis en précompte, je préfère le précompte parce que je veux pas avoir à gérer la trésorerie, ce qui peut s'entendre aussi. C'est parfois plus facile, et surtout quand on est dans une situation de précarité assez grande, c'est plus facile que le précompte ait déjà été payé, et de pas se dire, ah bah tiens, j'ai touché, j'ai ces 16%, mais là tout de suite je vais en avoir besoin pour payer mon loyer, pour payer je sais pas quoi, et c'est plus compliqué de les garder. Plus on est précaire, plus c'est compliqué de mettre de l'argent de côté. Hein. Donc, et effectivement, quand vous faites votre déclaration à l'URSSAF, pour chaque revenu que vous allez déclarer, vous précisez si c'est du traitement et salaire ou du BNC, si ça a été précompté ou pas précompté, et ensuite c'est l'URSSAF qui fait son petit micmac avec vos diffuseurs quand il y a eu du précompte, par exemple. Donc si ça vous va, je vais passer à la partie retraite de base et retraite complémentaire. C'est bon pour vous? Ok. Ouais. Donc retraite de base et retraite complémentaire. La retraite de base et la retraite complémentaire sont différentes dans leur fonctionnement, calcul de la retraite, et dans leur gestion, caisse de retraite différentes. Mais elles sont toutes les deux obligatoires. Les artistes, auteurs et autrices relèvent du régime de la sécurité sociale pour leur retraite de base, du régime général, pardon, de sécurité sociale pour retraite de base, ça c'est Limousin, autrefois Agen, et de l'IRSEC pour leur retraite complémentaire. Alors, la complémentaire obligatoire. Depuis 1972, les retraites complémentaires sont devenues obligatoires pour les salariés du régime général. Elles sont maintenant obligatoires pour tous les actifs. Donc, ce n'est pas une spécificité pour nous. Hein. C'est pas qu'ils nous en veulent à nous. Quoi. Les artistes, auteurs et autrices dépendent pour leur retraite complémentaire, le RAP, R-A-A-P, d'une caisse dédiée qui est l'IRSEC. Alors, je ne vais pas dire RAP, machin et ça, je vais dire l'IRSEC qui est la caisse qui va prélever l'argent. Si vos revenus dépassent 9 135 € bruts en 2020, vous devrez vous acquitter des cotisations du RAP, appelées par l'IRSEC. Ces cotisations vous ouvrent des droits supplémentaires à la retraite sur une base de points. Donc ça, c'est quelque chose qui est contestable, hein, puisqu'on a quand même une grosse partie de notre retraite qui serait une retraite à points.
Cette cotisation s'élève à 8% de votre assiette sociale. Et donc, je répète bien, 8% de votre assiette sociale. Et comme vous avez bien suivi jusqu'à présent, ça veut dire que, suivant que vous ayez décidé de déclarer en traitement et salaire ou en BNC, eh ben, on ne va pas prendre la même chose comme assiette sociale. Donc, 8% de vos revenus bruts si vous êtes en traitement et salaire, 6% de vos revenus bruts si vous êtes en BNC. Toujours sur cette question de le BNC, c'est 75% du brut. Est-ce que c'est clair? Yep. Ok. Oui. Encore une fois, je ne vous vois pas parce que je suis en train de lire mon truc, donc j'ai pas assez d'écran pour tout faire. Donc, 8%, c'est le principe général. Mais en réalité, il y a plusieurs aménagements possibles. Un taux aménagé de 4% peut vous être accordé si vos revenus annuels se situent en dessous de 27 081 euros bruts. Donc, en dessous de 27 000 euros bruts, en gros, vous pouvez demander à cotiser uniquement à hauteur de 4%, avoir un taux aménagé de 4%. Donc, si vous êtes en traitement et salaire, 4%, et si vous êtes en micro-BNC, ben forcément, ce sera moins, puisque ce sera 4%, mais sur 75, donc ce sera 3%. Alors, le petit piège, c'est que ce taux aménagé de 4%, il n'est pas automatique. C'est à vous de le demander. C'est-à-dire que même si vous avez déclaré 15 000 euros bruts, si vous ne demandez rien, l'IRSEC vous appliquera 8%. Si vous demandez, l'IRSEC vous appliquera 4%, puisque vous êtes en dessous du plafond de 27 000. Là encore, c'est comme pour la question de déclarer en BNC ou en TS en faisant un choix de cotiser moins. Bon, c'est un système de retraite à points et donc, voilà, il y a des questions politiques qui se posent avec, on ne va peut-être pas épiloguer dessus tout de suite. Mais en tout cas, c'est la même chose. Si vous cotisez à 4%, vous ouvrez des droits à 4%. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous faites le choix, si vous demandez le taux aménagé, vous ouvrez aussi moins de droits, vous achetez moins de points, puisque littéralement, c'est ce qui se passe. C'est un système merveilleux, mais en tout cas, c'est comme ça que ça marche. Là, c'est vraiment l'idée, c'est juste de vous expliquer comment ça marche. Donc, c'est à vous de faire une demande de taux réduit à 4% auprès de l'IRSEC. Le taux réduit n'est pas accordé automatiquement et la déclaration est généralement à faire avant fin novembre. Donc, voilà, gardez en tête, sur une année, c'est avant 20 novembre que vous devrez déclarer vos revenus. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra préciser que vous voulez un taux aménagé. Par ailleurs, l'IRSEC gère aussi le RACD et le RACL, deux complémentaires obligatoires qui ne concernent qu'une partie des AA. Donc, il est fort possible qu'ici, on n'ait personne de concerné. Je vous explique rapidement le principe. Le RACD, c'est pour les autoristes et compositoristes dramatiques, autoristes de films, autoristes de spectacles vivants. Et donc, ils ne sont pas précomptés par la FFCD et c'est à eux de verser... Enfin bon, c'est des trucs particuliers. Mais comme il y a aussi ces cotisations spécifiques pour ces métiers spécifiques, il y a un taux aménagé sur le reste. Parce que sinon, on commence à trouver que ça ferait un peu beaucoup. Le RACL, c'est un peu le même principe. Il est dû par les autoristes et compositoristes d'œuvres musicales et les dialoguistes de doublage. Donc, en gros, le RACL, ça va être la SACEM. La cotisation, elle s'élève à 6,5% et elle a déjà été précomptée par l'organisme de gestion collective qui, de son côté, a reversé. Donc, l'IRSEC va appliquer un taux spécifique, même si vous dépassez les 27 000. L'IRSEC appliquera, même si vous, enfin, quel que soit le plafond, l'IRSEC appliquera de toute façon un taux aménagé à 4% pour ces revenus-là. Donc, si on prend un exemple, vous avez touché, vous êtes compositeur de musique et vous avez touché en tout 15 000 euros sur l'année, 10 000 euros de commandes, des créations que vous avez faites, on vous a commandé de la musique, vous avez écrit de la musique, 10 000 euros, et 5 000 euros de revenus SACEM, puisque vos musiques ont été diffusées, ont généré de l'argent, et la SACEM vous a reversé cet argent. Lorsque vous ferez votre déclaration à l'IRSEC, vous demanderez un taux aménagé. J'ai pris un mauvais exemple parce qu'on était en dessous des 27 000. On va dire 30 000. Vous avez 30 000, donc 25
25 de commande et 5 000 de diffusion, il y aura un taux aménagé qui sera appliqué sur la partie qui vient uniquement de la SACEM, puisqu'il y a une autre partie qui a été déjà prélevée. Encore une fois, c'est pas le cœur de ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est des trucs qui sont un petit peu spécifiques. Si vous avez des questions sur ces choses-là, vous pourrez me les poser. Enfin, je peux répondre dans la mesure de mes capacités un peu là-dessus. Ça concerne pas tout le monde, donc je me suis dit que j'allais peut-être pas en faire des caisses sur ce truc-là. Et puis c'est ensuite auprès de l'IRSEC que vous voyez directement le détail. Donc en tout cas, pour faire simple, pensez à provisionner également vos cotisations retraite complémentaires. Donc 8% du brut en traitement SLR, 6% en micro-BNC. Et alors, il y a une chose incroyable, comme vous voyez sur le petit PowerPoint, c'est la prise en charge de la SOFIA pour les auteurs et autrices de l'écrit. Alors, j'ai évoqué rapidement tout à l'heure la SOFIA, donc un organisme de gestion collective qui s'occupe du prêt en bibliothèque. Cet organisme de gestion collective a voté, il y a déjà quelques années, a décidé de soutenir les auteurs et les autrices en prenant en charge une partie de leur cotisation de retraite complémentaire obligatoire. Ça, pour le coup, c'est quand même plutôt une bonne chose. Malheureusement, ça ne concerne pas tous les auteurs et toutes les autrices. C'est-à-dire que si vous ne relevez pas de la SOFIA, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas auteur ou autrice de l'écrit, eh ben walou, vous n'aurez pas droit à cette prise en charge. Par ailleurs, si vous relevez un petit peu de la SOFIA, eh ben ça marche pas non plus. C'est-à-dire que moi, par exemple, qui suis traductrice dans l'audiovisuel et dans l'édition, plus de 50% de mes revenus proviennent de l'audiovisuel, donc je n'ai pas la prise en charge SOFIA. C'est comme ça, c'est tant pis pour moi, et en même temps, bon, c'est payé sur l'argent du livre. Donc, c'est ce type de répartition. Et donc, ici, je pense qu'il y a pas mal de gens qui relèvent du répertoire de la SOFIA, hein, puisqu'on a des traducteurs, traductrices, illustrateurs, illustratrices, auteurs, autrices de BD. Donc, a priori, vous relevez de la SOFIA, vous relevez du livre. Donc, vous avez droit à cette prise en charge. Et ce qui est chouette, c'est que là, c'est une prise en charge. C'est pas un aménagement du taux. C'est-à-dire que le taux reste le même, la cotisation reste le même, mais vous en payez la moitié et l'autre moitié est prise en charge par la SOFIA. Donc, je reprends ce que j'avais noté. Si on voit, c'était plus clair que quand je le raconte sur mes notes. Alors, la SOFIA, organisme de gestion collective, prend en charge 50% des cotisations IRSEC des auteurs de l'écrit et uniquement des auteurs et autrices de l'écrit. Pour en bénéficier, il faut qu'au moins 50% de vos revenus soient issus de l'édition. Vous devez le signaler à l'IRSEC si c'est votre cas afin de bénéficier de cette prise en charge. Oui, encore une fois, théoriquement, ça devrait se faire automatiquement, mais signalez-le parce que ça ne se fait pas automatiquement. Ainsi, un auteur ou une autrice de l'écrit déclarant en traitement et salaire ayant touché par exemple 10 000 € sur l'année peut demander un taux aménagé de 4% et une prise en charge de la SOFIA de 50%. Ne reste donc que 2% de cotisation à régler, soit 200 €. On était sur un exemple à 10 000 balles. Ici, si j'ai bien fait mon travail, oui, voilà. C'est la même chose, mais avec l'image pour vous aussi. Là, ce que j'ai pris, c'est un revenu brut à 10 000 € avec les différentes solutions, en fait. Ce qui peut se passer. Combien d'IRSEC vous allez payer suivant votre situation. Donc, à 8%, sans taux aménagé, vous avez décidé de cotiser plein pot, ou bien vous avez oublié de signaler que vous étiez en dessous des 27 000. Donc, vous avez votre IRSEC plein pot à 8%. Et bien, vous paierez 800 € en tout sur ces 10 000 € bruts que vous avez touchés. Il y aura 800 € d'IRSEC. 4% le taux aménagé. Vous dites, ah oui, bon, mais moi, quand même, j'ai pas fait 27 000, donc j'aimerais bien payer un petit peu moins parce que j'ai trop pas de sous. L'IRSEC vous dit, OK, vous êtes dans les clous et vous paierez uniquement 400 € d'IRSEC. Mais vous ferez moins de points qu'avec 8%, puisqu'encore une fois, retraite à points, vous achetez vos points, blablabla. Vous êtes auteur de l'écrit, donc c'est nos deux dernières cases. Vous êtes auteur de l'écrit. Vous vous dites, bon, ben, j'ai une prise en charge SOFIA, vous précisez bien à l'IRSEC que vous avez une prise en charge SOFIA. Et donc, vous allez payer 400 balles, mais c'est comme si l'IRSEC avait reçu 800 puisque c'est la SOFIA qui va mettre les 400 balles qui restent.
Et ça peut être une solution si vous vous dites, bon, ben, les 400 balles, je les ai, allez, je les mets, j'achète des points, par exemple. Et la dernière case de ce tableau, c'est la case magique, où effectivement, vous êtes auteur ou autrice de l'écrit, vous relevez de la SOFIA, vous avez droit à la prise en charge, et en plus de ça, 10 000 balles, c'est quand même pas énorme, et du coup, vous trouvez que rester à 4% en taux aménagé, c'est quand même plutôt bien. Donc, vous serez effectivement, vous allez cotiser à 4%, mais pour ces 4%, vous allez en payer que 2, puisque les 200 balles restants sortiront des poches de la SOFIA. Est-ce qu'avec le petit tableau, c'est clair pour le traitement de salaire? Baptiste? Oui, juste, c'est très très clair. Franchement, c'est nickel. Je comprends tout. J'ai juste une question, c'est la prise en charge de la SOFIA. C'est 50%, peu importe. Enfin, ça dépend pas des droits que tu touches grâce à la SOFIA, quoi. Non, absolument pas. Et ça, c'est plutôt une mesure assez juste, enfin, moi je trouve. C'est-à-dire que même si tu as touché que 200 balles à ta répartition SOFIA, tu auras quand même droit à la prise en charge à 50%, quoi qu'il en soit. Du moment que tu es bien identifié comme auteur de l'écrit, ce qui veut dire que 50% de tes revenus proviennent de l'édition. Non, bien sûr. Tu vois. Et c'était pas. Alors, il faut savoir que l'IRSEC et la SOFIA ont remis un petit peu d'ordre là-dedans, parce que à un moment, notamment, les traducteurs de l'audiovisuel, on s'y retrouvait même sans l'avoir demandé. Alors, t'es content, ça t'arrange bien, hein, t'as une prise en charge de ton truc. Mais voilà, pendant longtemps, il y a eu des trucs un peu comme ça, donc la SOFIA a fini par dire oui, alors d'accord, on veut bien payer pour nous, pour les auteurs de l'écrit, mais enfin, on va peut-être pas payer pour tous les auteurs. On pourrait envisager de demander, en tant que syndicat, on pourrait envisager de monter un peu au créneau auprès des autres OGC pour qu'elles fassent pareil. Parce que pourquoi pas. Vraiment. Parce que la SOFIA, c'est pas la plus riche en plus. Au hasard, la SACD. Au hasard. Laurent précise, merci Laurent, qu'il y a une commission de recours, hein, si on a oublié de demander le taux aménagé en temps et en heure. Donc, vous êtes toujours si on est toujours sur notre cas à 10 000 euros, vous n'avez pas précisé qu'en fait, je suis en dessous de 27 000, vous n'avez pas demandé à temps, il y a toujours une commission de recours qu'il est possible de saisir. Pour dire, non, en vrai, j'avais pas de sous, vas-y, je te fixe que 4%. Alors, tac. Alors même, d'ailleurs, on peut ne pas cotiser du tout une année où on n'a pas de thunes, quoi. Où ça va dire sec? Oui. Ouais, d'où vient la question, Mathias? Oui. Ouais. Il y a des années où tu peux ne pas cotiser du tout. Si vraiment tu n'as pas les moyens. Quelque chose qui est tombé. Non. Alors, pas cotiser du tout, je pense qu'il faut voir sans doute avec l'IRSEC directement. Le service social de l'IRSEC. Alors après, il y a l'action sociale, il y a une action sociale, effectivement, à laquelle on peut faire recours. Là-haut. Mais c'est peut-être le comité social de AGSA MDA. Ah oui, peut-être je confonds en fait. Mais sachant que de toute façon, en dessous, moi j'avais pris l'exemple de 10 000 euros parce que 10 000 euros, en fait, on est en dessous du plafond de 27 000, mais on est au-dessus du seuil qui était autrefois le seuil d'affiliation, qu'on appellerait maintenant seuil de professionnalité si on veut, quoi. Mais à partir de 10 000, en fait, tu es au-dessus du seuil. Pas de pauvreté, malheureusement, mais au-dessus du seuil d'affiliation. Et normalement, en fait, si tu as touché, par exemple, 7 000 euros sur l'année, en fait, on ne va pas te demander l'IRSEC puisque tu n'as pas dépassé le seuil fatidique. Mais je me renseignerai sur la question de demander des exonérations pour les... Non, je soupçonne que je l'ai déjà fait, mais je ne me souviens plus trop, en fait. Mais tu as raison de le souligner, je le note pour éventuellement... Quand tu as une année difficile, tu sais, où tu as arrêté... tu veux même pas payer ça. C'est la fameuse CAS? C'est la fameuse CAS, la Caisse d'Action Sociale? Peut-être. Qu'évoquait Emmanuel dans son texte critique sur le communiqué du CAP. D'accord. Ok. Moi, je pense que c'est la Caisse d'Action Sociale. Hein. Je pense pas que ce soit l'IRSEC directement, mais je veux pas te dire de bêtises.
Donc je vérifierai ce truc-là si ça entre dedans. Merci pour la question, Mathias. Et pour préciser, si vous avez peut-être comme moi oublié pendant quelques années de payer l'ERSEC, et ils vous retrouvent avec des huissiers, voire des huissières, et ils vous donc font payer par l'intermédiaire de ces braves gens les cotisations que vous n'avez pas payées. Généralement, c'est N-3, c'est-à-dire qu'ils remontent, c'est assez ancien quand même. Hein. Moi, j'ai repayé avec une cotise majorée de, je sais pas, 10%, quoi. Ah, ouais. Mais ils envoient les huissiers quand même. Ouais. Ça rigole pas trop, quoi. Il y a une première phase où c'est l'URSSAF qui vient réclamer cette somme quand même, non? Non, parce qu'en fait... Oui, là, l'URSSAF réclame pour l'IRSEC la somme que tu n'as pas payée. Je crois pas. Non, je crois pas. Parce que l'IRSEC, c'est vraiment la caisse... c'est vraiment une caisse à part qui va percevoir ce truc-là. Après, il est fort possible que, mettons, tu as dépassé le seuil et que tu aies aussi des cotisations URSSAF par ailleurs. Mais c'est deux cotises différentes, en fait. L'IRSEC s'occupe vraiment que de la retraite complémentaire obligatoire. Ah d'accord, je dois confondre des trucs, mais il me semble que j'avais reçu un courrier de l'URSSAF pour recouvrir le RAP que j'avais pas payé, mais peut-être que je me trompe complètement. Hein. C'est tout à fait Après, c'est possible, on n'est plus à une bizarrerie administrative près, tu sais, donc je te dirais pas non, jamais, c'est pas possible, parce qu'on a toujours des surprises, mais théoriquement, on va dire, l'IRSEC demande pour l'IRSEC et l'URSSAF demande pour l'URSSAF. Enfin, tu vois, c'est... Ensuite, si c'est bon pour vous, si je continue? Oui. Si personne ne s'oppose, je continue. Donc, le même petit tableau, mais si vous êtes en micro-BNC, avec toujours ce même principe que le micro-BNC, votre assiette sociale n'est pas la même, etc. etc. Donc là, par exemple, revenu brut déclaré en micro-BNC, comme vous voyez, 10 000 €, donc assiette sociale de 7 500. IRSEC à 8%, sans taux aménagé, 600 balles. IRSEC à 4%, 300 balles. 8% avec la prise en charge SOFIA, forcément c'est le même montant qu'à 4%, sauf que vous avez cotisé plus. Et IRSEC à 4% avec prise en charge SOFIA, 150 €. Donc c'est pour ça, tous ces chiffres-là, c'était pas tant pour vous assommer, mais que pour vous montrer que effectivement, quand je vous dis que les cotisations sont comprises entre temps et temps, c'est parce qu'on a cette usine à gaz derrière qui fait que on a des aménagements et que les cotisations peuvent être plus basses. Mais de rien, Antoine, à bientôt. Je lis en même temps les... Et quand on panache entre TS et BNC, ils font comment? Eh bien oui, théoriquement, ils doivent panacher aussi. Donc là, j'ai pas pris des exemples panachés, mais théoriquement, c'est pareil, ça panache. Sachant que de toute façon, ils vont déjà panacher lorsque tu as des revenus qui viennent, le fameux truc de RACL ou RACD. Moi, c'est mon cas avec le RACL pour les dialogues de doublage. Et du coup, il y a déjà un panachage qui est fait entre le 8%, le 4%, le machin. Enfin, ils ont l'habitude de ces trucs-là. Tac, voilà. Alors, le montant des cotisations en traitement et salaire, ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et c'est un petit récap pour se remettre le truc en tête. Maintenant qu'on a vu pourquoi, en fait, c'était pas le même montant. Et dans les liens utiles, je vous remettrai surtout le petit outil très pratique de la Maison des Artistes qui permet de calculer ses cotises sur le brut. C'est un truc qu'on peut utiliser très facilement et qui est vraiment très pratique. Donc, sur un total de 100 € brut, l'autoriste en précompte et traitement et salaire perçoit 83 directement. 16 ont été prélevés et versés à l'URSSAF pour son compte. Il ou elle devra ensuite s'acquitter de 8 € pour la cotisation IRSEC, ou 4 € avec RENA, ou voilà. Une fois toutes les cotisations payées, il lui reste 75 € ou 79 avec prise en charge SOFIA ou aménagement. Donc, petit passage en gras, en traitement et salaire, le montant des cotisations est d'environ 24%. Encore une fois, je répète plus pourquoi environ, mais voilà, ça va être environ 24%. C'est en précompte
vous devrez mettre de côté 4 à 8% de vos revenus. Et en réalité, comme je l'ai dit tout à l'heure, même 2 à 8%, puisque voilà, si vous savez que vous allez rester en dessous des 27 000, que vous êtes auteur de l'écrit et que vous voulez demander un taux aménagé, eh ben, vous pouvez payer uniquement 2% en IRSEC. Donc, vous pouvez compter que ce sera 2% de vos revenus qu'il faudra mettre de côté, par exemple. La même, mais pour les cotisations en micro-BNC. Sur un total de 100 € brut, l'autoriste sans précompte déclarant en micro-BNC devra verser 12 € pour ses cotisations sécu et retraite de base, donc le SAF, puis 6% pour les cotisations de retraite complémentaires, ou 3%, blablabli, blablabla. Il y a l'outil magique aussi que met Mathias, effectivement, qui est pas mal. Une fois toute cotisation payée, il reste 82 € ou 87 avec la prise en charge Sophia. Donc, en micro-BNC, le montant des cotisations est d'environ 18%, dont vous vous acquitterez vous-même auprès de l'URSSAF Limousin et de l'IRSEC. Donc, encore une fois, le BNC, si vous choisissez, si vous êtes en TS et que vous décidez de passer en BNC, c'est faisable à tout moment. Juste, gardez bien en tête que c'est à vous de tout provisionner et pas juste entre 2 et 8%. Donc, pour ne pas avoir une mauvaise surprise au moment de l'appel de cotisation. Alors, en résumé, nous sommes dans le régime général, c'est formidable. Notre statut est souvent présenté comme avantageux car il est peu cher, certes, mais pour qui l'est-il avantageux? Donc, se poser la question toujours quand on vous impose du droit d'auteur, pourquoi on le fait. Statut fiscal et social sont très imbriqués, comme on l'a vu, mais vous avez une grande liberté de choix. Il est essentiel de garder à l'esprit que même en précompte, vous devrez verser vous-même une part des cotisations. Il est donc important de les provisionner afin d'y faire face, mais aussi de le garder en tête quand vous établissez un tarif. Moins de cotisations égale moins de droits ouverts. Et voir l'assiette sociale pour le micro-BNC, c'est 75% du brut. Qu'est-ce que j'ai? Avez-vous des questions sur cette partie? C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant. Et c'est un premier PowerPoint, hein. J'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Il est magnifique. Merci Laurent. Et tu dis pas ça parce que tu dois te faire héberger à Lyon bientôt. Non, tellement pas. Donc voilà, c'était le gros morceau, c'était ça. Et ensuite, cotiser. Pourquoi? C'est le titre de ma prochaine chanson. Donc cotiser, pourquoi? Pour la solidarité de base, hein, pour tout ce qui va être contribution. Là, on n'est pas sur des cotisations qui ouvrent des droits, mais sur des contributions. Et puis aussi parce que c'est des principes de on cotise pour les autres, ensuite on cotisera pour nous, etc. Les droits qui vont être couverts, qu'est-ce qu'on a? On a la retraite et la santé. Donc, retraite, ça me permet d'en mettre une couche sur le fait que nous dépendons du régime général et que donc on a autant intérêt que les autres à gueuler contre la retraite à 65 ans, contre tout ce genre de choses, et qu'on est autant concerné que les salariés par la casse, on va dire, du système de retraite. On a des choses qui nous sont spécifiques, l'IRSEC, on a eu le plaisir d'en découvrir toutes les joies, mais on a aussi une partie de notre retraite de base qui est calculée comme celle des salariés et sur laquelle on paye des cotisations comme les salariés. Et donc, raison de plus pour nous pour être actifs sur ces questions-là et pour se sentir concernés par ces questions-là. Droit ouvert donc sur la santé, je vais dire rapidement tout à l'heure, hein, mais il y a le détail dans le lien, je ne sais plus si on l'a mis ou pas, mais il y a le détail dans l'article qu'on avait publié sur le site Comprendre ses cotisations, où on explique à quoi ça vous donne droit et notamment ça vous permet de vous maintenir dans le système de santé, dans le système en tout cas d'assurance maladie générale. Et encore une fois, même si la CMU est une très bonne chose, on sait matériellement les difficultés d'accès aux soins pour les personnes qui sont à la CMU, donc ça peut être bien aussi d'être maintenu dans le régime général. Et enfin, le chômage. Eh bien, comme vous le savez sans doute, nous ne cotisons pas pour le chômage. Bon, aujourd'hui, maintenant, plus personne cotise pour le chômage, c'est encore un autre problème. Mais
puisqu'on a enlevé une grande partie des cotisations des travailleurs, ce qui permet maintenant au patronat d'être seul à décider de ce qui va se faire de l'assurance chômage. Mais en tout cas, nous, le chômage, on n'y a pas droit. Si certaines ou certains ont essayé de s'ouvrir des droits au chômage en ayant uniquement des revenus d'artiste-auteur, vous avez dû vous rendre compte que c'était pas facile. Mais effectivement, pas de cotisation, pas de droit. Et donc ça, c'était aussi pour terminer un peu sur une des choses autour desquelles s'est fondé le syndicat, c'est de revendiquer, nous aussi, un droit au chômage. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, la contribution des diffuseurs, c'est 1%, c'est-à-dire à peu près que dalle. Et c'est surtout sans commune mesure avec les contributions des employeurs dans le régime général, les contributions, les cotisations patronales. Et donc, nous, dans les projets, dans les choses sur lesquelles on travaille, il y a cette possibilité d'ouverture de droit au chômage pour nous aussi. Et pour celles et ceux que ça intéresse, voilà, on a sur le Discord notamment pas mal de choses. On a participé à l'écriture d'une tribune, notamment avec le collectif de la Buse, etc. Et nous, on pense qu'en fait, on aurait peut-être bien le droit aussi de s'ouvrir des droits pour ces choses-là et d'avoir un revenu de remplacement quand on ne travaille pas. Et je pense que je suis à peu près... Voilà. Donc maintenant, vous connaissez les bases de la rémunération en droit d'auteur et Rookie vous en félicite. Parce que lui, en vrai, il ne connaît pas. Voilà, alors j'espère que je ne vous ai pas trop assommé. J'ai essayé de faire simple et c'est pas toujours évident. Et voilà. Merci. Merci beaucoup. J'allais dire, j'ai pris 15 ans depuis le début, mais c'est juste la lumière qui est tombée en fait.